samedi à 11 h sur Public Sénat. Bonjour à tous. Le 19 août dernier, François Hollande a souhaité la mise en place d'une démarche visant à établir une stratégie pour la France dans 10 ans. Ce projet a été confié à l'économiste français et commissaire général à la stratégie et à la prospective Jean Pisani-Ferry. Et ce projet tourne autour de 5 axes: le modèle de production, le modèle de croissance, le modèle social, les mutations de la société française ou encore le projet européen. La Haute Assemblée a souhaité participer à cette démarche et a elle-même mis en place un groupe de travail de 48 sénateurs et sénatrices appartenant à toutes les tendances politiques confondues, à toutes les commissions et délégations du Sénat. Ce groupe de travail a débuté ses travaux hier par l'audition justement de Jean Pisani-Ferry. C'est cet échange que nous vous proposons de voir ce matin. Bien. Monsieur le commissaire général, cher Jean Pisani-Ferry, mes chers collègues, je pense que nous en serons tous d'accord. Au cœur de l'action politique, il y a la préparation de l'avenir. Elle est donc bien sûr un sujet de préoccupation essentiel pour le Sénat. Et Monsieur le Premier ministre vous a chargé, Monsieur Pisani-Ferry, en tant que commissaire général à la stratégie et à la prospective, de rédiger un rapport qui devra présenter un projet pour la France pour les 10 ans qui viennent. Vous devez réfléchir, et je les rappelle, sur 5 enjeux essentiels: notre modèle de production industrielle, notre modèle social, notre modèle de croissance, notre modèle républicain et notre modèle d'intégration européenne. Alors, ce plan de travail m'inspire plusieurs réflexions. Tout d'abord, il est évident que ce rapport relève de la nature même de votre mission. C'est l'essence de votre fonction que de réfléchir aux orientations stratégiques et aux intérêts à long terme de notre pays et de nos politiques publiques. Mais cette dimension prospective nous appelle tous à dépasser les impératifs de court terme et à nous projeter. Or, je pense qu'il y a une nouveauté dans l'exercice que vous conduisez, monsieur le commissaire. Cette fois, les différents acteurs de la vie économique et sociale et politique de notre pays ne sont pas, comme c'est trop souvent le cas, simplement consultés. Ils sont associés à la démarche. Ils peuvent se saisir de cette opportunité, et c'est ce que nous allons essayer de faire, pour contribuer activement à une réflexion qui est déterminante pour l'avenir de la France. Elle est déterminante parce que notre pays, bien sûr, a besoin de penser à son avenir. Notre approche de la croissance ou de la compétitivité, par exemple, doit radicalement changer. Il faut repenser nos modèles pour leur donner un avenir. C'est bien de cette manière que le Sénat souhaite contribuer à ce travail de prospective à vos côtés. Vous le savez, en cette matière, le Sénat détient une riche expérience. Cette expérience est portée en particulier par la délégation à la prospective que préside notre collègue Joël Bourdin. Et il y a quelques mois, avant que le commissariat à la stratégie et à la prospective ne voie le jour, notre délégation à la prospective a organisé avec le Conseil économique, social et environnemental un colloque que j'ai eu d'ailleurs le plaisir d'ouvrir sur les défis du long terme et l'invention d'une nouvelle planification. Dans le cadre aussi de mes réflexions, des réflexions que nous menons ici sur l'avenir du bicamérisme, j'ai toujours considéré qu'il était de notre responsabilité de donner au Sénat une dimension spécifique en nous situant dans une vision plus prospective et de long terme. Notre Assemblée, qu'on caractérise souvent de différentes manières, doit, à mon sens, cultiver sa capacité à se détacher de ce qu'on a appelé la dictature de l'immédiat. Le travail de prospective doit être bien sûr pluraliste, car l'avenir de la France nous impose de nous retrouver, de nous réunir. Les sénatrices et sénateurs qui sont présents aujourd'hui sont donc issus de tous les groupes politiques. Nous avons imaginé de procéder de la manière suivante. D'abord, l'audition d'aujourd'hui vous permettra, monsieur le commissaire général, d'exposer les priorités de votre travail
et les enjeux essentiels auxquels votre rapport devra apporter des réponses. Entre-temps, et avant de vous revoir, les sénateurs pourront poursuivre leurs réflexions et structurer leurs propositions. Et enfin, dans un peu plus d'un mois, nous aurons un échange retour au cours duquel le Sénat présentera ses recommandations prospectives. Quelle sera la France des territoires dans 10 ans ? Je crois, mes chers collègues, que c'est à nous d'y apporter une réponse, non seulement en raison de la mission constitutionnelle du Sénat en tant que représentant des collectivités territoriales, mais aussi en raison de l'expérience qui est la nôtre. Le Sénat entend assurer la prise en compte des dynamiques et des mutations territoriales qui sont à l'œuvre dans notre pays. On le sait, une fracture territoriale se dessine avec d'un côté des métropoles et de grandes agglomérations dynamiques, connectées entre elles, et de l'autre peut-être les zones rurales, les quartiers sensibles, les zones périurbaines, tous ces territoires qui, si nous n'y prenons pas garde, pourraient lentement dériver à la périphérie, voire à l'écart de notre pacte d'égalité républicaine. Nous ne pouvons pas regarder sans rien faire des pans entiers de notre pays dériver, s'isoler, et je pourrais presque dire s'exclure. Ces questions doivent trouver toute leur place dans la réflexion stratégique sur la France dans 10 ans que nous entendons mener. Le Sénat est, je crois, et je vous l'ai indiqué lorsque nous nous sommes rencontrés, l'une des institutions les mieux placées pour penser l'avenir en s'appuyant sur une mise en perspective historique et géographique. C'est l'une des forces de notre Assemblée, regarder la longue histoire, élargir son champ de vision au-delà de nos frontières, avec des études de législation comparée dont la qualité est reconnue, et savoir se projeter dans l'avenir. Les exemples sont nombreux. Je pense au travail qui a été engagé dès 2000 par le Sénat sur la situation de nos prisons, au travail de fond accompli en 2009 par la mission d'information relative aux politiques en faveur des jeunes, ou à la mission sur les départements d'outre-mer. Il y aurait bien sûr beaucoup d'autres exemples à énumérer, les villes du futur, le dopage, les agences de notation, le défi alimentaire, le crédit à la consommation, le rôle des parlements nationaux dans les affaires européennes. Dans tous ces domaines, le Sénat n'a cessé de soulever des questions et de faire des propositions. Monsieur le commissaire général, mes chers collègues, je ne vais pas aller plus loin dans mon introduction. Je vous propose pour aujourd'hui donc de traiter des 5 axes de réflexion sur la France dans 10 ans en 2 séquences. D'abord, les questions qui se rattachent aux domaines économiques et sociaux, puis, si vous le voulez bien, les questions plus institutionnelles. Mais avant d'aller plus en avant, je voudrais donner la parole immédiatement à notre collègue et ami Joël Bourdin, qui préside la délégation à la prospective. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire général, chers collègues sénateurs et sénatrices, Mesdames, Messieurs, en ma qualité de président de la délégation sénatoriale à la prospective, je ne peux évidemment que me réjouir de l'organisation de notre rencontre de cet après-midi. Elle nous offre en effet l'opportunité, et je dirais presque l'opportunité enfin, de prendre le temps de réfléchir ensemble à ce que nous voulons pour notre pays, à un terme éloigné, disons. Je dirais enfin parce que cela n'est pas si fréquent. Sans vouloir caricaturer les choses, c'est même plutôt le contraire que l'on attend de nous d'habitude. Dans notre mission de législateur, on nous sollicite pour des interventions rapides, à effet immédiat, et de plus en plus souvent dans une précipitation qui ne garantit pas toujours l'efficacité de notre action. Notre Sénat, le Président l'a rappelé, présente l'originalité de disposer d'une structure permanente dédiée à la prospective, ce qui n'existe, disons-le, ni à l'Assemblée nationale, ni dans la quasi-totalité des autres pays européens. Le genre d'exercice auquel nous allons nous livrer, à présent, ne nous est donc pas étranger. Pour autant, il n'est pas inutile, je crois, de rappeler ce qu'est la prospective, en commençant même plutôt par dire ce qu'elle n'est pas. Il ne s'agit pas, par exemple, d'effectuer un travail de prévisionniste,
on n'est pas outillé pour ça, et la méthode serait sans doute défaillante, ou de se livrer à des pratiques extra-lucides ou de caractère divinatoire. En revanche, le propos est bien de se projeter à un terme éloigné, en l'occurrence, donc l'échéance est précisée, et elle est symbolique, c'est 10 ans, retenu par le rapport du Commissariat général à la stratégie et à la prospective, et de voir ce qu'il adviendrait de notre pays dans ses différentes composantes si on laisse se poursuivre sur la durée les tendances actuellement observées. Il s'agit de trouver dans l'environnement actuel des éléments pour essayer, si on tire les fils, de voir ce qu'il peut arriver. Puis si ce résultat ne nous convient pas, s'il ne correspond ni à nos ambitions ni à notre projet social, s'il ne répond pas aux souhaits légitimes de nos concitoyens, il nous faut alors élaborer des scénarios et choisir celui ou ceux qui sont susceptibles d'en infléchir les effets dans un sens qui nous paraît plus favorable. Et lorsque je dis plus favorable, je ne pense pas évidemment plus favorable à nous-mêmes. Je pense surtout à plus favorable pour les générations à venir. Il va de soi. Celles qui, arrivant à l'âge adulte, auront besoin d'un avenir, ou du moins de promesses d'avenir, pour se repérer dans la société que nous allons leur laisser pour qu'ils y trouvent leur place. Je souhaite que nous puissions garder toujours à l'esprit cette préoccupation fondamentale. Avant de laisser la parole à Jean Pisani-Ferry, qu'il me soit permis de rappeler que notre délégation à la prospective s'était déclarée, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, très favorable à la refondation d'une institution nationale de planification stratégique. Nous avions nous-mêmes plaidé en ce sens, voici moins d'un an, lors de la journée de réflexion que vous avez évoquée avec le Conseil économique, social et environnemental. Et il me paraît essentiel, en effet, que nous, parlementaires, sachions aussi nous approprier cette culture de la prospective qui imprègne désormais les sphères de décision, tant publiques que privées. Je vous remercie de votre attention. Merci, mon cher collègue. Monsieur le commissaire général, je vais maintenant vous donner la parole pour présenter le cadre de votre travail et soulever toutes les questions relatives au sujet que nous venons d'évoquer. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier vous-même pour avoir pris l'initiative d'organiser cette réunion et ce processus que vous avez décrit. D'autant plus que les délais sont très courts, ce n'est pas moi qui les ai fixés, je sais qu'ils sont très courts et je sais que ce n'est pas le meilleur moment dans le calendrier parlementaire pour organiser ce type de travail. Donc je vous en suis d'autant plus reconnaissant. C'est la première fois que j'interviens ici au titre de mes fonctions actuelles. Le sénateur Bourdin m'avait invité à venir devant la délégation à la prospective que j'ai fréquentée déjà souvent dans le passé, mais dans d'autres fonctions. Et d'une certaine manière, cette réunion l'a pris de vitesse. Vraiment, je voudrais aussi le remercier d'avoir tout de suite pris aussi l'initiative de vouloir créer le lien avec nous. Et je suis sûr qu'il y aura d'autres occasions à propos d'autres travaux dans le futur. La mission qui nous a été confiée à la suite du séminaire de cet été, du séminaire gouvernemental du 19 août, c'est d'explorer ce que pourrait être la France dans 10 ans, c'est d'identifier des défis, de clarifier des choix et d'aller vers ce qu'elle devrait être. Et donc essayer de voir comment infléchir un certain nombre de tendances, comment tirer le meilleur parti de nos atouts. Lors du séminaire du 19 août, qui était un séminaire de réflexion du gouvernement, pour lequel le document que vous avez vu avait été préparé, c'était un document simplement d'introduction au débat qui posait des questions. À l'issue de ce séminaire, donc, le président de la République nous a demandé de préparer un document de stratégie. Et il nous a tout de suite dit qu'il souhaitait que nous nous rapprochions des assemblées pour nous enrichir du dialogue avec elles. Et donc, je me réjouis aussi vraiment de ce processus qui va nous permettre non seulement de présenter l'état de nos travaux, mais aussi et surtout de recueillir, à l'issue de votre propre réflexion,
vos orientations, vos pistes, et donc de pouvoir, et dans les délais correspondant à l'élaboration de notre document, nous en enrichir, en tenir compte pour notre document final. Donc vous avez employé le mot « associé », vous avez parlé de la manière dont nous allons travailler, et je voudrais vous remercier d'avoir utilisé ce terme. Quelques mots sur l'horizon. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, donc je suis libre d'en porter un jugement. Je crois que c'est un très bon horizon, l'horizon à 10 ans. C'est un très bon horizon, d'abord parce qu'il invite à l'ambition. Projetez-vous à 2-3 ans, vous êtes inévitablement, vous partez de l'existant et vous demandez comment le modifier à la marge et comment jouer à l'intérieur d'un jeu de contraintes qui est souvent particulièrement prégnant. Lorsque vous vous projetez à 10 ans, vous changez inévitablement de mode de réflexion. C'est-à-dire que vous vous demandez vraiment, il y a des tendances qui sont là, qui sont lourdes, mais qu'est-ce qu'on a l'ambition de réaliser à cet horizon? Il s'agit donc non pas de ce que nous pouvons, mais vraiment de ce que nous voulons à horizon de 10 ans. Donc ça, c'est la première raison, il me semble, pour laquelle c'est un bon horizon. La deuxième raison, c'est que ça permet d'envisager des investissements. Des investissements matériels, des investissements intellectuels, des investissements institutionnels, et non seulement de réaliser ces investissements, mais de voir ces investissements porter leurs fruits. On peut prendre de multiples exemples, mais à cet horizon, on voit les effets de décisions qui ont été prises. Troisième raison, vous y avez fait allusion, en disant ce n'est pas l'horizon d'une mandature, c'est l'horizon qui dépasse, surtout avec le rythme des alternances que nous avons connues au cours des dernières décennies, ça dépasse une mandature, c'est donc un horizon qui est plus l'horizon d'une collectivité, d'une société, que l'horizon d'une équipe. Et puis en même temps, c'est un horizon suffisamment proche pour que, si on se fixe des objectifs à 10 ans, on soit amené à en tirer des conséquences assez rapidement pour les orientations que l'on prend, les décisions que l'on prend dans l'action immédiate. Alors, l'objection classique, mais vous y avez déjà répondu, c'est l'objection de l'incertitude. De dire oui, mais que peut-on savoir à tel horizon? Évidemment, il y a des incertitudes considérables. Mais il y a quelques certitudes aussi. Il y a des éléments lourds qu'on ne peut pas ignorer, sur lesquels, bon, il peut toujours y avoir de l'imprévu. Enfin, le degré d'incertitude est limité, ce qui touche à la démographie, ce qui touche à tout ce qui se rattache à la démographie, par exemple la formation de la population active, ce qui touche aux lames de fond qui parcourent l'économie mondiale, l'espèce, l'accent mis dans le document sur la montée de la classe moyenne mondiale et le fait que les pays émergents se saisissent de plus en plus du savoir, ce qui tient malheureusement au poids des dettes. Les dettes, ce sont des choses qu'on élimine lentement. Et donc, à horizon de 10 ans, nous savons que nous serons encore endettés. Ce qui tient à la technologie, ce qui tient aux aspirations de la société. Là aussi, on a des tendances fortes qu'on voit se dérouler depuis des décennies. Donc tout ça sont des choses sur lesquelles nous pouvons miser. En même temps, je voudrais souligner que l'incertitude n'interdit pas de se fixer un cap. Lorsque, dans le passé, la France a fait un certain nombre de choix de longue portée, quel que soit le jugement qu'on porte sur ces choix, des programmes d'équipement dans les années 70, les programmes d'équipement électronucléaire en particulier, les efforts éducatifs dans les années 80, l'investissement dans la construction européenne dans les années 90, ce sont à chaque fois des choix qui ont été faits dans un univers de grande incertitude. Et néanmoins, ils ont été poursuivis pendant une décennie ou quelque chose comme ça, et ils ont abouti à quelque chose. Donc précisément parce qu'on est en univers incertain, il est nécessaire de se fixer quelques caps. Voilà. Quelle est notre méthode, avant de venir rapidement aux différents documents? Notre méthode a été d'abord de préparer cette note introductive que les équipes du commissariat ont préparée cet été, de manière à alimenter le séminaire gouvernemental, partant de quelques constats sur le monde, sur l'Europe, sur la France, et puis posant des questions. Il s'agissait de faire réfléchir les ministres, et donc on a structuré
cette note autour de 3 questions: l'insertion dans la mondialisation, le modèle d'égalité et notre rapport, notre vision du progrès. C'était évidemment pour faire réfléchir, ce n'est pas du tout un point d'aboutissement, c'était un point de départ. Les notes ensuite que vous avez dans vos dossiers, 5 notes thématiques, ce sont des notes d'introduction au débat, à cette phase dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous souhaitons élargir le champ des questions et interagir avec le Parlement. Nous allons conduire d'ailleurs un exercice de même nature avec l'Assemblée nationale, un peu plus tard, puisqu'ils sont en plein débat budgétaire. Le Conseil économique, social et environnemental, nous avons organisé un séminaire au CESE, et puis les partenaires sociaux, et puis des débats en région, parce que nous pensons que tout ça ne doit pas se passer exclusivement à Paris, et puis les experts, donc toute une série de débats. Et donc ce sont là encore des notes d'introduction au débat qui approfondissent le constat, qui posent des questions, mais qui ne donnent pas de réponse. Le rapport de fin d'année devra proposer des choix au gouvernement. Le président a été clair, il a dit « je ne souhaite pas que vous couvriez tout, je ne souhaite pas que vous essayiez d'être exhaustif, je souhaite que vous présentiez quelques choix et que vous assortissiez ces choix d'indicateurs quantitatifs de manière à ce qu'on puisse savoir ce que ça veut dire et si on retient tel ou tel choix, se fixer des objectifs précis et assurer le suivi de la mise en œuvre de ces choix. Donc il nous faudra des objectifs, il nous faudra des repères quantitatifs, il nous faudra des instruments à mettre en face des objectifs. Par exemple, si nous considérons qu'à horizon de 10 ans, il faut que la situation de l'emploi change, non pas dans les proportions de lesquelles elle a traditionnellement changé, c'est-à-dire avec un taux de chômage qui fluctue entre 7, 7,5% et 10-12%, mais qu'on pourrait se fixer l'ambition de retrouver un niveau d'emploi correspondant à ce qu'un certain nombre d'autres pays voisins du nôtre ont atteint, donc quelque chose qui ressemble au plein emploi. Il faudra fixer un objectif en la matière, définir ce qu'on appelle retourner vers le plein emploi et identifier aussi des moyens. Si on considère que de la même manière que le ratio de dépenses publiques de 57% n'est probablement pas tenable dans la durée, il faudra fixer un objectif et définir là encore de quelle manière on doit cheminer vers cet objectif. Donc c'est cela que devrait être la note finale et le travail qui est fait, c'est un travail préparatoire. Dans la présentation de ce travail, j'ai pu choquer. Vous y avez fait un petit peu référence en parlant des atouts, en disant que la France serait plus vieille, plus petite, moins riche. C'était l'évidence. Elle sera plus vieille, nous le savons tous, et elle sera plus petite et moins riche parce que d'autres pays se développent et que finalement c'est une extrêmement bonne nouvelle que dans le monde, le développement progresse et que la pauvreté recule. Mais mécaniquement, ça veut dire que relativement, notre pays sera plus petit. J'ai mentionné dans la note, nous avons mentionné un certain nombre d'atouts qui n'ont pas été relevés, mais qui sont tout à fait importants. Bon, chacun connaît notre atout démographique. Le fait que notre population active est beaucoup mieux formée qu'il y a quelques années et que les générations qui n'avaient pas bénéficié d'un niveau d'éducation important vont sortir progressivement de la population active au cours des années qui viennent. Donc on va avoir une population active beaucoup mieux formée à une heure où les pays émergents auront encore largement, parce que c'est une affaire de stock, de génération, une population active moins bien formée. L'excellence de nos infrastructures, nous sommes au 4e rang mondial, c'est un atout considérable. La force des entreprises françaises, nous avons 8 entreprises françaises parmi les 100 premières mondiales, l'Allemagne en a 9, l'Italie en a 4. C'est un atout considérable. Ça ne veut pas dire que l'intérêt de ces entreprises se confond avec l'intérêt du pays, mais c'est tout de même un atout sur lequel nous pouvons miser. On pourrait dire aussi notre système de santé, qui est parmi les meilleurs du monde et qui est considéré de ce point de vue comme un atout. Il suffit de regarder combien les États-Unis dépensent pour leur santé pour des résultats très médiocres pour s'apercevoir que c'est un atout considérable.
Cela dit, nous avons des questions et des défis importants. Donc ce que nous avons identifié, c'est d'abord un défi autour de ce que nous avons appelé le modèle productif, qu'on pourrait appeler aussi les questions de l'offre, qui tourne d'abord autour de la croissance, qui tourne autour de l'emploi, qui tourne autour de l'insertion dans la mondialisation. De longue date, la performance française n'est pas à la hauteur de nos capacités de ce point de vue. Et il suffit de regarder dans notre voisinage proche pour nous apercevoir que le risque d'une asphyxie progressive existe et se manifester. Si vous prenez le cas de l'Italie, c'est un pays où le revenu par tête est au niveau de 1997. Et l'Italie, ce n'est pas un pays exotique. C'est un pays que nous connaissons et c'est un pays dont on a vu progressivement, où l'on a vu progressivement la croissance, le dynamisme s'asphyxier avec toutes les conséquences que ça peut avoir au point de vue économique et au point de vue social. La croissance n'est pas un but en soi, et je crois que nous sommes le premier à le reconnaître, non pas la religion de la croissance, mais sans potentiel de croissance, beaucoup de choses deviennent impossibles. La bonne question à se poser, ce n'est pas celle croissance ou pas croissance, c'est de savoir quelles sont nos finalités et en quoi la croissance, de ce point de vue, peut être un atout, un instrument, de quelle qualité lui donner, comment concilier croissance avec d'autres objectifs, notamment de préservation de l'environnement, de soutenabilité. Mais la capacité à produire des gains de productivité reste un facteur essentiel. Cette question a plusieurs dimensions. Elle a une dimension macroéconomique, autour notamment de la question de la rentabilité des entreprises du secteur exposées à la concurrence internationale. On a trop souvent, nous semble-t-il, ramené la compétitivité à une simple question de relation capital-travail et de coût du travail. Il y a d'autres dimensions, notamment toutes les dimensions qui touchent aux relations entre les secteurs, les entreprises, les salariés les plus exposés à la concurrence internationale et le reste de l'économie qui ne l'est pas et dont la capacité à assurer sa propre profitabilité et dans certains cas à bénéficier de rentes pèse aussi sur le secteur exposé. Donc il me semble qu'on a une question là autour macroéconomique, autour des relations entre ces deux parties de l'économie. Nous avons des questions sur la démographie des entreprises, sur l'écosystème d'innovation. Et puis nous avons une question sur la taille même de ce secteur exposé à la concurrence internationale et la manière de le faire grandir. On dit souvent qu'on va créer des emplois qui ne sont pas délocalisables. Je pense que c'est compréhensible. Ça veut dire que nous allons protéger ces emplois du risque. Mais en même temps, c'est oublier que notre problème, c'est que nous n'avons pas assez d'emplois délocalisables. C'est-à-dire que nous n'avons pas assez d'emplois qui sont producteurs d'exportation, quels que soient les produits dont il s'agit. Des emplois producteurs d'exportation, par définition, ils sont soumis à la concurrence internationale et donc ils sont délocalisables. Une économie qui n'aurait plus d'emplois délocalisables, c'est une économie qui n'exporterait plus rien. Et donc si nous voulons reprendre pied dans l'échange international, parce que nous avons perdu pied en termes de part de marché à l'exportation, en termes de solde extérieur, en termes d'endettement extérieur, ça veut dire que nous sommes capables de refaire grossir ce secteur exposé à la concurrence internationale. Et la question que nous posons, c'est comment le faire grossir. Est-ce qu'il s'agit de le faire grossir en réindustrialisant exclusivement, ou est-ce qu'il s'agit aussi de le faire grossir en étendant le champ de ce qui s'échange? Nous sommes, la technologie, nous, à horizon de 10 ans, nous sommes forcés de nous poser la question. La technologie fait qu'un certain nombre de secteurs qui traditionnellement n'étaient pas exposés à la concurrence internationale le deviennent de plus en plus. Et la question est de savoir si nous voulons y prendre pied. Sur le sujet social, le constat que nous faisons est brutal. Nous disons que nous sommes un pays très attaché à l'égalité, plus que d'autres, et nous n'avons pas la volonté collective, je crois, d'y renoncer. Nous pouvons faire un constat relativement satisfaisant sur notre capacité à limiter l'augmentation des inégalités de revenus.
Il n'est jamais complètement satisfaisant, mais comparativement à d'autres, nous avons moins laissé les inégalités de revenus s'accroître. En revanche, les inégalités d'accès au savoir, au logement, à l'emploi, de ce point de vue-là, notre performance n'est pas bonne. Et le fait que cette performance ne soit pas bonne, ça crée des problèmes qui, de génération, enfin tout au long de la vie active, d'une vie active, se retrouvent. L'école, en particulier, échoue à corriger les inégalités d'origine sociale. En comparaison internationale, nous sommes un des pays qui réalise les plus mauvaises performances parmi les pays de l'OCDE et nous avons malheureusement reculé de ce point de vue-là, dans la capacité à corriger à l'école des inégalités d'origine sociale. Et évidemment, ceci ensuite se reproduit au long de la vie active. Je fais référence ici aux indicateurs de l'OCDE, aux enquêtes PISA, qui ont été éprouvées dans beaucoup de pays, pour lesquels d'ailleurs dans beaucoup de pays, ça a été un révélateur de l'état du système scolaire et de sa capacité soit à produire de la qualité, soit à produire de l'égalité. Et c'est le cas chez nous. Donc la question que nous posons, c'est celle de savoir quels sont les moyens, quels sont les instruments qu'il faut utiliser. Nous avons, au fur et à mesure des difficultés rencontrées, des mutations de la société, de l'apparition de situations sociales difficiles, nous avons empilé les dispositifs et d'une certaine manière, nous avons construit sur un état de service public, un état bismarckien, puis un état beveridgien, et maintenant nous nous disons que nous voulons construire un état d'investissement social, mais tout cela, à coût élevé, n'aboutit pas à des performances qui soient particulièrement remarquables. Et donc la question que nous nous posons, c'est est-ce qu'il ne faut pas, à horizon de 10 ans, parce que précisément cet horizon le permet, réfléchir à une approche qui mette plus l'accent sur l'investissement social, qui mette plus l'accent sur le préventif par rapport au curatif, en même temps que l'on réfléchit aux instruments de la redistribution et à la question de savoir, parmi l'ensemble des instruments, fiscalité, transfert, quels sont ceux qui doivent être le plus spécialisés dans la redistribution du revenu. Troisième dimension économique, je m'aperçois que je suis long, donc je vais aller un petit peu plus vite, c'est celle de la soutenabilité. La soutenabilité, c'est une notion qui est traditionnellement utilisée dans le domaine environnemental et qui s'est progressivement invitée dans le domaine financier, dans le domaine des dettes publiques. Et nous avons choisi de réunir les deux en disant, si nous voulons apprécier la qualité de notre croissance, la qualité d'une évolution sur une décennie. Au fond, est-ce que la bonne manière, ce n'est pas de se dire une société, ça crée des actifs en investissant dans l'éducation, dans les entreprises, dans les équipements collectifs, et ça crée du passif en s'endettant ou en laissant se dégrader l'environnement qui est quelque chose que nous allons léguer à la génération suivante. Et au fond, s'interroger sur la soutenabilité, c'est de se demander est-ce que les évolutions que nous avons connues, du côté du passif comme du côté de l'actif, sont des évolutions qu'on peut prolonger ou est-ce qu'il faut infléchir la tendance? Alors du côté de l'actif, je parlais tout à l'heure de la qualité des équipements collectifs, nous avons fait des efforts importants en termes d'investissement public. Nous avons fait des efforts importants en termes éducatifs, même si je disais aussi que tout n'était pas satisfaisant. Mais du côté du passif, eh bien, nous avons accumulé beaucoup de dettes et nous avons contribué, peut-être moins que d'autres, mais nous avons contribué quand même à une certaine dégradation de l'environnement et du climat. Et donc la question est de savoir que nous fixer à horizon de 10 ans, tant d'un côté que de l'autre, en termes de l'équilibre de notre croissance et finalement ce qu'elle va produire comme bien-être et comme potentiel de difficulté à travers l'accumulation de passifs. Ça pose une question d'allocation des efforts, ça pose aussi une question d'institution, puisque ça pose une question de savoir comment guider, comment s'assurer du fait que nous ne cédons pas pour l'avenir la facilité consistant à essayer d'aller de l'avant tout en laissant s'accumuler derrière nous un passif qui va peser sur les générations à venir.
Vous avez choisi, je crois, de regrouper les deux derniers thèmes dans une deuxième partie de la discussion, donc à la fois ce que nous appelons le modèle républicain et les questions européennes. Est-ce que vous souhaitez que je m'arrête là pour avoir une première discussion sur les aspects économiques? D'accord. Donc je vais m'arrêter là. Très bien. Merci, Monsieur le Commissaire général. Si Monsieur le Président de la délégation veut intervenir, sinon, mes chers collègues, je vous laisse la parole. Gaëtan Gors. Oui, merci Monsieur le Président. D'abord, je me réjouis à titre personnel de cette initiative. On parle d'incertitude et d'angoisse pour nos concitoyens. La seule façon de la lever, c'est tenter d'éclairer avec évidemment les limites de l'exercice, mais de tenter d'éclairer l'avenir. Donc un commissariat en choix chargé, que le gouvernement se saisisse du dossier et que le Parlement soit invité à y participer ne peut être qu'une bonne chose. Néanmoins, je pense que nous ne pourrons pas faire l'économie d'un ensemble de questions qui ne sont pas des questions techniques et prospectives, mais qui sont d'abord des questions politiques. Et la première des questions politiques qui se posent et sur lesquelles, évidemment, les conclusions du travail qui est mené pourront éventuellement s'asseoir ou se fonder, c'est une question assez simple que tout le monde se pose aujourd'hui et pour laquelle la réponse n'est pas formulée, c'est est-ce que la France, ce pays, a encore envie d'exister? Autrement dit, quels sont dans les 10 années qui viennent les moyens de lui permettre de reprendre son avenir en main? On peut évidemment considérer que l'approche pourrait être différente et estimer qu'il s'agit de s'adapter à des grandes tendances sur lesquelles nous ne pouvons plus avoir directement d'influence. Mais c'est un sujet, c'est un choix politique majeur. Alors vous l'avez dit, ça repose sur des questions principales. Vous avez évoqué la situation industrielle et de l'économie. Sans une économie compétitive et sans un État efficace, on aura du mal à y parvenir. Mais ça pose évidemment d'autres questions. Vous avez dressé le problème de la réforme de l'État, mais aussi évidemment de l'éducation. Toutes ces questions ne peuvent pas être négligées, mais je crois en fonction d'une interrogation principale qui est celle que je viens d'indiquer et qui traduit ou non une volonté. Si cette volonté n'est pas là, ce n'est même pas la même France que nous construirons dans les 10 années qui viennent. J'ajoute là ça, je suis un tout petit peu embarrassé, mais c'est le deuxième débat, donc je ne fais que l'évoquer, par le fait que dès lors qu'on aborde les questions internationales, on ne le fait que par le biais de l'Europe. Je pense qu'on aurait dit il y a quelques années, on se serait posé la question de la place de la France dans le monde. Comme si la France aujourd'hui était réduite dans son influence internationale à son destin européen et ne pouvait envisager un destin international que par ce biais. J'avoue que ça m'interroge un peu et j'espère que nous aurons l'occasion d'en discuter. Et puis deuxième grande question politique, et je me terminerai très vite là-dessus, on évoque la croissance, la nécessaire croissance, retrouver un poids économique, mais cette orientation-là ne peut pas se faire sans un autre choix qui est un choix politique sur le modèle de production et de consommation que nous voulons définir. La question n'est pas seulement de savoir si nous choisirons un modèle soutenable, mais si c'est bien le modèle que nous choisirons. Autrement dit, les grandes orientations que nous allons tenter de définir, elles sont directement impactées par cette précision qui n'est pas mince. Est-ce qu'il s'agit évidemment de s'inscrire dans une autre logique de développement, à l'échelle française, européenne et mondiale, ou il s'agit au contraire simplement de jouer notre carte dans une compétition sur laquelle, et ça renvoie à la question initiale, nous aurions décidé au fond finalement de cesser de jouer vraiment notre rôle pour simplement tenter de nous adapter. S'il s'agit de s'adapter, je pense que c'est une démarche qui ne serait pas digne de notre pays et de son histoire. S'il s'agit de reprendre ou tenter de reprendre les choses en main avec d'autres, ça posera aussi la question des alliances et de la stratégie que nous mènerons à cet égard. Et là, pour le coup, c'est une démarche qui vaudra la peine d'être menée. Très bien, merci. Autre intervention, notre collègue Chantal Jouanneau. Merci Monsieur le Président. D'abord, merci pour cette démarche parce que c'est un travail qui est pour nous extrêmement instructif et intéressant. J'avais une question d'abord pour savoir comment est-ce que vous articulez ce travail avec un rapport qui avait été fait, qui était France 2025, qui finalement se situe dans un horizon à peu près semblable. Deuxièmement, moi l'approche internationale via l'Europe me va très très bien, mais bon, c'est un autre débat, mais on interroge assez peu l'Europe. Troisièmement, j'aime bien votre positionnement qui consiste à dire qu'on a un problème d'offre, enfin en tout cas d'investissement, qui n'est pas simplement un investissement économique, mais un investissement social, et j'ajouterais écologique. Et nous faisions la remarque en aparté, nous n'avons pas vu le mot de croissance décarbonée, ou en tout cas de développement décarboné, pour rejoindre un petit peu les orientations de Stiglitz ou Amartya Sen, ce qui pourrait être un horizon assez intéressant aussi pour la France. Merci. Fabienne Keller, maintenant. Beaucoup, Monsieur le Commissaire général, Monsieur le Président. Très honorée de pouvoir m'exprimer devant vous tous. Je voudrais me dire que, comme tous les collègues présents, je me réjouis
que nous parlions de prospective. On vit tous dans un monde super court terme au rythme des tweets, et nous voilà plus sereins à réfléchir à un horizon plus éloigné qui apporte un peu d'apaisement et libre cours à une construction peut-être plus structurée, plus réfléchie. Et donc moi j'ai appris ça avec Joël Bourdin au sein de la délégation de la prospective du Sénat, grâce aux formidables administrateurs qui se sont engagés dans cette démarche. À partir de là, je voudrais faire 4 réflexions partant de mon expérience à ses côtés dans la délégation de la prospective. D'abord, je voudrais souligner l'intérêt de la méthodologie des scénarios, qui évite d'organiser les oppositions, mais permet de fixer un peu une hypothèse centrale, puis une favorable et une défavorable, qui évite de faire un choix définitif, mais en se disant on ne sait pas très bien, il y a plusieurs choses possibles, mais voilà les scénarios et puis leurs variantes. Ça permet de fixer les idées, mais ce qui me semble encore plus important, c'est de travailler derrière sur ce qu'on appelle les leviers d'action. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire pour empêcher d'aller vers le scénario qui nous semble pas très bon, pas très favorable pour la société. Deuxième réflexion, je n'ai pas eu le temps de prendre connaissance de vos documents, mais vous nous avez parlé plutôt macro. Or, ce qui me semble très intéressant dans le travail de la prospective, c'est de relier les gens, les acteurs de terrain, les collectivités locales, les réalités dans leur diversité, avec des concepts plus globaux, de faire du local et du global à la fois. Mais peut-être allez-vous nous le dire, comment ce local va-t-il pouvoir être valorisé dans des contributions très, très diverses. Et c'est là que ce que vient d'évoquer Chantal, l'environnement, s'inscrit tout naturellement, comme ce qu'on pourrait appeler bien-être social ou autrement, tout domaine dans lequel on a quand même beaucoup moins d'indicateurs que sur l'économie, sur le chômage, etc. Donc on a plus de mal à l'appréhender. Troisième réflexion, Monsieur le Président, moi je trouve que la comparaison européenne est néanmoins éclairante, et la France sera plus vieille et moins riche, mais elle ne sera pas aussi vieille que l'Allemagne. Donc je me compare, je me console. Je pense que voilà, on peut aussi avoir des regards peut-être plus positifs. Et je voudrais partager le fait que dans les travaux qu'on a pu faire au Sénat, on a constaté par exemple que dans des pays qui vivent avec des PNB par habitant plus bas que nous, avec des mauvaises conditions de sécurité, comme au Brésil ou en Turquie, eh ben, ça n'empêche pas d'avoir plus d'initiatives, plus d'innovations, etc. Donc tout n'est pas une question de richesse mesurée en euros ou en dollars. Enfin, Monsieur le Commissaire général me pardonnera, mais je ferai un cri du cœur, qui est lié à un travail que j'ai fait à la délégation sur les adolescents dans les quartiers de rénovation urbaine. Non, l'école n'échoue pas à compenser les inégalités sociales. La progression scolaire des enfants nés dans les quartiers fragiles de France est insatisfaisante, c'est un fait. C'est ça que mesure l'enquête PISA. Mais l'explication n'est pas la faillite du système scolaire, c'est la faillite de tous les autres acteurs publics. Absence de toute forme d'administration, absence d'autres des établissements d'enseignement, absence de structures, par exemple d'hôpitaux, de structures sanitaires, absence de commerce, du privé aussi, absence de commerce et d'entreprise, délitement du lien social qui a des explications. L'école fait ce qu'elle peut, mais elle ne peut nulle part se substituer à tout. Donc je pense qu'il y a aussi, pardonnez-moi, c'est passion, le constat est exact, mais les leviers pour pour que ces enfants aient envie de s'engager dans le monde du travail, c'est un peu l'école, mais c'est beaucoup l'environnement. Pour qu'ils se sentent bien et confiants dans leur avenir, c'est aussi le regard de tous les adultes sur l'espace public, et pas seulement des enseignants. De leurs parents, mais aussi de leurs voisins, mais aussi des gens de la boulangère et du... Je vous remercie pour... Merci. À présent, c'est Alain Chantillon qui intervient. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire général, une simple remarque. C'est très bien de penser à ce qu'on va faire dans 5, 10 ans, 15 ans, et puis 20 ans, je crois, comme ça a été fait récemment par le gouvernement. Mais pour avoir été chef d'entreprise pendant 37 ans, je suis parti d'une toute petite affaire, et pour en faire un groupe européen, il fallait d'abord dégager des marges. Alors le véritable problème aujourd'hui, vous l'avez dit du reste tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui le coût de l'État et de l'ensemble des collectivités, c'est 57,2% contre 44,5% en Allemagne, ce qui dégage un écart de 220 milliards. Alors est-ce que, sans remettre en cause bien sûr ce plan intéressant et auquel nous participerons, comme j'ai toujours fait autour de
notre ami ici qui s'est occupé de la prospective. Est-ce qu'il ne faut pas quand même que nous ayons un regard et que vous ayez un regard avec vos équipes sur le coût de fonctionnement des structures dans ce pays, le coût du fonctionnement de l'État? Alors c'est très bien de dire on va faire ceci ou cela, mais dans une entreprise, si vous voulez faire du développement, il faut faire de la recherche-développement, il faut faire du marketing, il faut faire de la stratégie, il faut racheter des entreprises. Si vous n'avez pas de marge de manœuvre financière, or nos marges, nous n'avons plus. La fiscalité écrase les entreprises, personne ne s'en rend compte, mais on va s'en rendre compte trop tard. Et je crois que là, il y a un vrai défi, c'est de savoir comment on peut réduire le coût de l'État, qui me paraît être la priorité des priorités, avant tout développement. Et si on ne le fait pas, on peut faire tous les projets possibles, on n'aura pas la capacité de les financer, parce qu'aujourd'hui, les contribuables sont au taquet, ils n'en peuvent plus. Ceux qui ont les moyens de le faire vont partir à l'étranger, nos jeunes partent à l'étranger, et quant aux entreprises les plus petites, ben, elles sont étouffées. Donc, priorité des priorités, c'est cela. Merci. Alors, dans l'ordre des demandes d'intervention, j'ai Michel Skwarnek. Monsieur le Président, je vous remercie. D'abord, je dirais un mot, étant breton du Morbihan, par rapport aux entreprises qui souffrent énormément en Bretagne. Je pense à GAD, dont vous avez tous entendu parler, où on a près de 1000 salariés sans travail, des communes un peu sinistrées du même coup. On a eu Doux il n'y a pas si longtemps, et il y en a d'autres dont on parle moins, mais il y a aussi d'autres. On vient de me téléphoner encore il y a une demi-heure pour une entreprise de 330 salariés liée à l'agroalimentaire. Donc je m'étais dit, en vous écoutant ici, est-ce qu'il y a eu, il y a 10 ans, réflexion sur ce qu'aurait dû être la France aujourd'hui, 10 ans après, c'est-à-dire maintenant, parce que ça aurait été intéressant de savoir ce qu'on avait prévu et ce que nous vivons aujourd'hui. Je voulais insister là-dessus d'abord en disant que, par ailleurs, les atouts d'hier, on les a encore à peu près aujourd'hui, que ce soit la santé ou les infrastructures et les engagements, notamment au niveau des collectivités locales, départements, régions, communes, font beaucoup, font le maximum. Et pour autant, donc, nous avons une situation qui s'aggrave, avec des gens plus pauvres, on a vu 9 millions de pauvres, du chômage qui s'étend, et les inégalités qui s'accroissent. Et est-ce que la compétitivité toujours plus forte doit déboucher sur toujours plus d'inégalités? Donc j'espère qu'on pourrait avoir des réponses pour essayer de changer les choses. La population, qu'est-ce qu'a dit la population? Elle est consciente de cela. Quand on parle des salaires des joueurs ou des PDG, enfin les sommes pharaoniques qui sont indiquées, les millions qui sont en jeu, donc ils sont un peu dégoûtés. Et donc ça explique aussi les résultats dans les élections après, parce qu'ils ne comprennent pas tout, ils ne sont pas au même niveau que nous ici forcément à discuter au niveau parlementaire, mais ils suivent les débats le plus possible, ils lisent et ils sont très déçus par rapport bien sûr à l'évolution du secteur emploi, si vous voulez, le travail, l'accès au travail pour les jeunes. On a à peu près un quart de la jeunesse sur le carreau, c'est énorme et insupportable. Et tout le monde me dit, même ceux qui sont sans travail ou à la retraite, c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants qu'on est très très inquiets. Donc évidemment, si on pouvait, en réfléchissant tous ensemble, tracer une route qui permette d'être mieux demain, d'être mieux ensemble, ce serait bien. Alors, par rapport à l'école, comme l'a dit Fabienne Keller, je crois que cette bataille, on marque des points, ici ou là. Lorsque, dans un quartier de renouvellement urbain, je l'ai fait aussi, la constatation, dans un quartier populaire où il y avait 512 logements sociaux, une école élémentaire de 6 classes, une école maternelle de 3 ou 4 classes, on a réussi à avoir, grâce à l'inspecteur et aux moyens mis en œuvre, de meilleurs résultats dans l'école de ce quartier, plus que dans l'école du centre-ville. Ça a été pendant plusieurs années le cas. Donc, grâce à la mixité et grâce aux effectifs un peu moins élevés, mais c'est vrai qu'il y a des moyens, puisque ça a déjà réussi chez vous, chez moi et chez d'autres, certainement. Donc, et la mixité. Juste un mot pour terminer. Je viens de visiter la semaine dernière un établissement technique à Alep, et tout le monde est d'accord pour dire que c'est exceptionnel. Tous les professeurs là étaient là, présents. Il y a dans l'établissement, pour parler de mixité, des jeunes qui sont là après la troisième, vous savez, donc qui ont 15 à 16 ans, d'autres qui viennent après le bac, et quelques autres qui viennent chercher une formation à 30 ans parce qu'ils sont tombés en panne quelque part et ils ont été acceptés. Et ça crée une émulation exceptionnelle, un climat qui tire vers le haut. C'est formidable. Si on pouvait en tenir compte et multiplier ces expériences-là
pour ne pas laisser sur le bord de la route des gens qui ne demandent qu'à rouler, qu'à repartir, eh bien, l'avenir existe pour tous, je crois, pour nos jeunes en tout cas. Merci. Bien, merci. La parole à Philippe Esdol. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Je voudrais revenir sur les 5 thèmes que vous avez abordés, modèle productif, de croissance, soutenabilité du modèle de croissance, modèle social, etc. Une analyse un peu sommaire nous fait beaucoup penser que la montée des pays en voie de développement, les pays émergents qui ont maintenant largement émergé, est en partie responsable des difficultés qu'on peut connaître aujourd'hui en Occident et en Europe en particulier. Et que plutôt que de revoir notre niveau de vie, on a préféré endetter, pour dire les choses simplement, pour essayer de rester au même niveau de vie face à la montée de ces pays-là, vis-à-vis desquels on a un certain nombre de problèmes de compétitivité, pour dire les choses de manière simple. Ce que je voudrais évoquer, c'est est-ce que vous pensez qu'on peut revoir avec optimisme notre modèle productif ou celui de croissance sans revoir le modèle social? La question est claire. Quand je vois ce qui se passe par exemple en Espagne aujourd'hui avec des efforts considérables qui sont faits dans les entreprises pour diminuer les salaires, pour diminuer les moyens, etc., pour redevenir un tout petit peu compétitif, est-ce que vous pensez que nous, on pourra retrouver de la croissance, retrouver de la productivité sans passer par ce type d'efforts? Ça m'intéresse vraiment. Le modèle républicain, j'ai tendance à penser qu'il est déjà très, très mis à mal par les temps qui courent, et en particulier un certain nombre de notions d'autorité, de laïcité aujourd'hui sont complètement balayées par un certain nombre de Français, pour dire les choses comme elles sont. Et enfin, ma dernière question, c'est face à un problème mondial, pour le coup, qui n'est pas qu'européen, mais qui est l'augmentation incroyable de la population sur l'ensemble de la planète et la raréfaction des ressources. Comment est-ce que vous imaginez qu'un pays comme le nôtre, qui a peu de ressources énergétiques propres, peut tirer son épingle du jeu là-dedans? Et comment est-ce que vous pensez que dans 10 ans, face à l'immigration qui va continuer, j'imagine, d'arriver en France, on va être en capacité d'intégrer correctement cette immigration tout en maintenant une croissance, une productivité et en même temps le modèle social? Ça, ce sont vraiment, je crois, des questions de fond que beaucoup de nos concitoyens se posent et j'aimerais que les travaux de la Commission puissent essayer d'y répondre. Merci. René Nicou. Oui, merci, Président. Monsieur le Commissaire, donc je me joins à toutes les remarques qui ont pu être faites concernant votre travail et je crois qu'il est le bienvenu. Envisager à 10 ans le développement de la France ou l'avenir de la France est quelque chose qui nous intéresse tous. J'ai eu l'occasion de travailler sur l'avenir des campagnes dans le cadre de la prospective donc, de notre commission. Et nous avons à cette occasion soulevé un certain nombre de points qui sont essentiels et qui, je pense, doivent être abordés dans le cadre de cet avenir de la France à 10 ans, puisque les campagnes françaises font partie intégrante du pays et ne doivent pas être reléguées au second rang, comme on a peut-être un peu trop souvent le cas, enfin, la façon de voir les choses de la part des politiques, c'est souvent cette façon de faire qui prime. Or, quand je lis cette phrase dans l'un des documents qui nous sont distribués, concernant l'attractivité grandissante des agglomérations et indiquant que le retour vers les campagnes est une idée qui a désormais vécu. Je crois que je peux m'inscrire en faux concernant cette idée, puisque nous avons, il est constaté que 10% des urbains souhaitent venir vivre à la campagne et que, contrairement à ce qui est dit là, ce n'est pas une idée qui a vécu, mais c'est une idée qui est particulièrement vivante. Et les campagnes ont un avenir à condition qu'on veuille bien le leur donner. Et je pense qu'il est important de souligner cet aspect des choses. Et pour que les campagnes vivent, il faut aussi que soit prise en compte la possibilité pour elles de se développer autour d'infrastructures, le développement d'infrastructures de communication, alors des communications qu'elles soient routières, ferroviaires, mais aussi du réseau de communication Internet, sans lequel il n'y aura pas de développement
équitable en France. Et nous devons, à ce titre-là, je pense, faire remonter, donc que vous puissiez prendre en compte dans l'avenir de la France à 10 ans cet aspect essentiel des choses, d'une France qui se développe de manière harmonieuse et permettre de cette façon-là à ce qu'il y ait une meilleure répartition des entreprises sur le territoire français et de faciliter cette proximité des habitants avec des entreprises dans le milieu rural, ce qui existe dans d'autres pays européens et ce qui évite aussi certains problèmes. On peut considérer que la campagne peut être une solution aux problèmes urbains que l'on rencontre aujourd'hui, et ce qui n'est peut-être pas suffisamment mis en exergue dans les études actuelles, où l'on nous prône constamment la concentration et l'empilement dans les zones urbaines. Donc je crois que ce sont des éléments importants à souligner. Et cette phrase qui est dans ce passage sur la France plus urbaine, je pense, ne peut que faire réagir les représentants des zones rurales. Bien, merci. Merci de vous être inscrits nombreux. Donc il nous reste 5 ou 6 intervenants sur cette première partie. Yannick Vaugrenard. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, vous avez un travail particulièrement difficile, complexe, d'autant plus qu'il va se dérouler, qu'il se déroule 5 ans après la crise financière, économique et sociale majeure que nous continuons de traverser. La question peut se poser de savoir si dans 10 ans nous y serons encore ou pas. Parce qu'il ne s'agit pas d'une crise, chacun en est conscient maintenant, il s'agit véritablement d'une mutation profonde de notre société et de nos sociétés. Donc du coup, le travail que vous avez à faire et la réflexion qui est la nôtre impose très certainement, me semble-t-il, une dose d'humilité extrêmement importante. Durant cette première période, 2008-2013, que constatons-nous? D'abord que dans notre pays, que les 10% des plus riches se sont enrichis, que les 10% des plus pauvres se sont appauvris, et que l'écart entre les uns et les autres s'est accru. C'est une première remarque, qui est aussi terrible d'une certaine manière. Et donc je veux conduire mon propos à partir de cette constatation-là, qui s'impose à nous tous. Une évidence, à partir du moment où les progrès technologiques vont aller croissant, je pense en particulier à la nanotechnologie, au progrès génétique également, les conséquences sur notre industrie vont être extrêmement fortes. Et du coup, apparaît selon moi une évidence, et qui s'impose, je crois, c'est la nécessité d'une formation extrêmement forte et surtout d'une formation générale puissante qui permet à chacune et à chacun de s'adapter pour les métiers de demain. Si nous ne faisons pas ça, j'ai le sentiment que nous continuerons à aller dans le mur, et donc la capacité à s'adapter par une formation adéquate, la plus forte possible pour tout un chacun, m'apparaît très forte. Deuxième aspect, bien entendu, nous savons très bien aujourd'hui que c'est la recherche et l'innovation qui créent à la fois les emplois d'aujourd'hui et les emplois de demain, plutôt que le maintien même si c'est difficile à dire parfois sur le court terme que nous devons gérer humainement, c'est la recherche et l'innovation qui permet la création et le maintien des 2 tiers des emplois, le tiers restant que nous devons bien entendu essayer de préserver. Je suis convaincu que dans la période que nous traversons, la puissance publique, ce n'est pas forcément l'État, c'est-à-dire le sens du collectif, doit être probablement plus fort aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Alors ça peut paraître aller à contre-courant, mais j'assume complètement cette réflexion et cette pensée. Alors bien sûr, cela ne signifie pas que notre État et la puissance publique doivent s'endetter à l'envi, bien sûr que non. Sans quoi nos capacités d'action seraient minorées. Mais néanmoins, en période de crise et de mutation dans laquelle nous sommes, majeure, difficile pour nos concitoyens, considérer que c'est en quelque sorte la liberté de tout un chacun qui permettrait de défendre les plus démunis, ceux qui sont en plus grande difficulté, et que ça se ferait comme ça de manière un peu spontanée, ça ne correspond pas à la réalité. La solidarité, ça s'organise, ça n'est pas spontané. La charité peut être spontanée, la solidarité non. Et donc la puissance publique doit être extrêmement forte, extrêmement présente dans la période que nous traversons, même si bien entendu, il faut appréhender de manière intelligente et pragmatique la manière dont peuvent être ponctionnés les uns ou les autres. Globalement, indépendamment de notre pays, vous l'avez dit, la pauvreté au niveau mondial, depuis la mondialisation, du reste, recule, c'est vrai. Néanmoins, encore aujourd'hui, 1 million d'êtres humains
s'endort ou essaye de s'endormir en ayant encore faim tous les jours. Malgré ça, malgré les progrès. 1 milliard. Donc c'est quelque chose d'énorme. Pour terminer, je pense que l'important, c'est d'essayer d'avoir un cap. Ce cap, selon moi, c'est un cap, et ce n'est pas un gros mot, qui est un cap idéologique. C'est-à-dire on peut avoir de l'ambition, il faut que nous en ayons pour notre pays, mais cette ambition ne pourra pas se faire, ne pourra pas se construire si en même temps, parallèlement, nous n'ayons pas aussi le souci de la solidarité. Sans quoi ça ne fonctionnera pas. Et donc cette solidarité, elle est impérieuse, je pense qu'elle s'impose à tous, et que c'est le cap que nous devons aussi nous fixer avec l'ambition qui est nécessaire. Merci. Après Yannick Vaugrenard, Yvan Collin. Oui, Monsieur le Président, merci. Monsieur le Commissaire général, d'abord, merci de nous inviter à réfléchir à la prospective. Nous avons bien remarqué que ce document repose sur un constat, fait un diagnostic et donne quelques choix, quelques pistes possibles. Je voudrais dire que pour le Parlement, la prospective, ça nous parle, et en particulier pour la délégation à la prospective, puisque nous commettons régulièrement de magnifiques rapports. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, qu'ils aient toute la publicité qu'ils méritent, compte tenu de l'excellence de ces rapports. Je pense à un premier rapport commis à 4 mains avec Joël Bourdin, où, avant même la crise, et d'ailleurs, Monsieur le Commissaire général, nous vous avions auditionné lors de ce rapport, nous annoncions qu'il fallait absolument coordonner les politiques économiques en Europe si nous voulions éviter une crise majeure. Bon, ce rapport, manifestement, n'est pas arrivé où il fallait, puisque on en a sans doute tenu aucun compte et que la crise est arrivée. Est-ce que nous aurions pu l'enrayer? C'est une autre histoire. Mais en tout cas, ce rapport était assez prémonitoire et je crois qu'on peut le revisiter encore, ne serait-ce que pour faire de l'archéologie. C'est toujours intéressant de le visiter. Deuxième rapport, c'est, et je rebondis sur le propos de notre collègue Vaugrenard, qui a un peu défloré, si j'ose dire, le sujet que je souhaitais aborder. Autre rapport de la délégation à la prospective, c'est le défi alimentaire en 2050. Et j'en profite d'ailleurs pour poser la question, est-ce que l'horizon 10 ans vous paraît un horizon pertinent? Parce que en matière de prospective, sans doute, bon, il y a toujours un horizon pertinent. Il y a 1 an, 10 ans, on peut aller, il faut bien choisir une limite. Nous avons choisi, en ce qui concerne ce défi alimentaire 2050, puisque nous serons confrontés à 10 milliards d'habitants, pas loin, en tout cas 9, 5 ou 10 milliards d'habitants. Et est-ce que finalement, le vrai défi, et l'actualité récente de Lampedusa notamment, nous invite à avoir une grande réflexion là-dessus. Est-ce qu'on pourra durablement, sur la planète, supporter que 10% des individus se partagent 80% des richesses, pour ne pas dire 90%. Je crois que dans la prospective, est-ce que la priorité des priorités n'est pas d'agir dans la direction de toutes celles et tous ceux qui aspirent à ce qui leur apparaît comme un monde meilleur, c'est-à-dire le nôtre. Alors, ça nous éloigne, je ne crois pas de cette prospective, mais est-ce que ce n'est pas une des premières urgences? Merci, Monsieur le Commissaire général. Merci. Notre collègue Alain Bertrand. Merci. Bon, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire général, moi je pense que le Brésil, la Chine, l'Inde, ils peuvent grandir, c'est pas pour autant que la France sera moins grande. Voilà. Parce que, en patois, on dit une fois l'autre. C'est-à-dire les uns font les autres. Donc, on peut se nourrir aussi de leur croissance. Et on a des grandes entreprises, on a la recherche, on a la technologie, on a tout ça. Bon, premier point. Deuxième point, je crois que, effectivement, ça a été dit tout à l'heure, l'objectif, ça reste quand même le bonheur, la qualité de vie, la confiance en l'avenir, qui manque tant pour le moment. Et ça passe par des choses qui sont intangibles. Les citoyens, la famille, parce que c'est ce qu'on a choisi comme mode d'organisation, et la ville. La ville, c'est l'organisation territoriale. Hein. Ça comprend le département, les agglos, les régions, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on superpose. Bon, il y a des déterminants. Ces déterminants, ils sont très simples, on les connaît tous. C'est des déterminants, c'est des dénominateurs communs du bonheur, de la qualité de vie, du progrès, du vivre ensemble. On appelle ça comme... Alors on les connaît tous, ils sont simples. La nourriture, le logement, l'emploi,
la justice, on veut tous vivre dans une société juste, la formation, l'éducation, puis la fameuse satisfaction des besoins, notamment les plus importants, la santé, l'aide à la dépendance, l'épanouissement personnel. On sait ensuite, monsieur le commissaire général, qu'il y a des empêcheurs ou des contrariants au bonheur. C'est la guerre, bon, pour le moment, même si le contexte international n'est pas rieur tous les jours, on n'est pas en guerre. C'est les épidémies, elles ont disparu. C'est la dictature. Dieu sait que nous n'en sommes pas une et que nous vivons quand même en démocratie. Donc ceux-là, ils nous concernent moins maintenant. Mais après, il y a l'impossibilité d'accéder aux biens. Et ça, c'est tous les jours. L'absence de qualité de vie, c'est tous les jours. Pour certains, bien sûr. L'absence d'organisation territoriale satisfaisante. On le voit avec la ruralité, l'hyper-ruralité, l'espèce de poids, compris les villes, les agglomérations et les capitales régionales. Bon, et puis, il y a aussi l'impossibilité d'accéder aux services déterminants, importants. On l'a dit, tous, l'éducation, la santé, la gestion de la dépendance, la formation, etc. Voilà. Bien. Le travail, il est simple. Bon, 10 ans, ça ne semble pas être effectivement la bonne onde pour mesurer un projet, mais c'est, d'une part, et ça on le sait tous, c'est un peu ce que disait Jaurès, de tout améliorer progressivement et chaque jour. Ça, c'est facile, on le sait tous, c'est le fond commun. Mais après, il faut que vous fassiez des propositions pour arrêter radicalement ce qui ne marche pas, pour inventer des nouveaux outils. Et ça a été dit par d'autres, pour réparer les absences d'outils. Et ça, pour le faire, compte tenu de la gravité de la situation, si vous vous contentiez, de parler de croissance, de chiffre d'affaires, d'entreprise, de mondialisation, d'économie, de dépenses, de recettes, d'exportation, de métropole, d'agglo, vous êtes sûr de passer à côté du sujet. Il vous faut privilégier, monsieur le commissaire, je me permets de vous le demander, le pragmatisme. Et il vous faut veiller à ce que votre pragmatisme soit décollé des idéologies. Parce que les idéologies, elles ne définissent pas les outils. Les idéologies, elles servent à définir la cible, le cœur, le projet, ce que nous souhaitons. Or, on est empêtré dans ce pays, dans une espèce de fatras de confiture idéologique qui nous empêche à tour de rôle respectif, de centre, du gauche et de droite, de prendre les bonnes mesures. Donc vous qui avez la chance d'être commissaire général, si vous pouviez tenir compte de mes faibles propos, ce serait au service du pays. Si vous restez sur ce que je vous ai dit, vous resterez sur des stratégies anciennes et vous n'apporterez pas grand-chose. Donc un petit nombre de mesures, des préconisations précises, même si elles sont blessantes, il faut qu'elles soient compréhensibles par les Français. Sinon, ça ne marchera pas. Comme il faut des lois courtes, j'en profite, on a le président du Sénat, compréhensible par les Français et précise. Comme il faut un gouvernement court, compréhensible par les Français et précis. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Très bien, merci Alain. La parole à André Gattolin maintenant. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire général. Je pensais être la tonalité la plus critique, mais je viens d'entendre mon collègue et je voulais dire combien j'approuve sa réflexion. Je suis un peu déconcerté en voyant les documents qui sont présentés là. On me dit quelle France en 2010 ? Et les sujets tels qu'ils sont abordés, c'est la place de la France en 2010. Il y a une grande absente là-dedans, c'est la société française, c'est la vie sociale, c'est les réflexions sur notre vie en tant que citoyen. Là, on est effectivement sous le joug de la culture, de la fameuse boîte à outils. Enfin, on est vraiment dans la logique techno-administrative de l'État français, pur produit de l'ENA, où on considère la société avec des indicateurs économico-administratifs. Et je vous dis, moi, ça m'étonne beaucoup parce que je vais vous dire, j'ai participé dans la deuxième partie des années 90 à une réflexion similaire en Grande-Bretagne qui avait été lancée par Tony Blair et son gouvernement et qui s'appelait la Grande-Bretagne en 2010. Et il y avait des groupes, et je vous conseille d'aller faire un petit tour, qui s'appelait Millennium and Foresight, où on a mis en branle toute la société pour réfléchir à l'avenir. Et on posait des questions aussi importantes que le vivre ensemble.
le devenir du vivre ensemble en 2010, la sécurité, l'insécurité, les conditions de vie, d'environnement, d'écologie, et ma collègue Chantal Joanneau a bien fait de rappeler que le mot écologie semble être un gros mot dans ce genre de document, ça n'apparaît pas, non, il n'apparaît pratiquement, dans les documents, non, enfin moi j'ai l'impression d'être dans un boulgui-boulga, je le dis franchement, de langage technocratico-économiciste, la sociologie n'existe pas, pensez à la créativité. Et je vous conseille de lire les gros rapports qui ont été faits par les commissions Millennium et Foresight pour Grande-Bretagne 2010. Et ensuite, on a fait une autre série de travaux, Grande-Bretagne 2020, où on associait très largement, y compris le monde de la culture. La culture, la France en 2010, il n'y a pas de culture. Il y a des indicateurs d'exportation. Enfin, je trouve qu'on marche un tout petit peu sur la tête. C'est-à-dire qu'on peut avoir les meilleures performances et les meilleurs indicateurs pour savoir comment on va redresser l'économie. Et je suis le premier, comme tous mes collègues, à m'en préoccuper. Mais je pense qu'on parle à des citoyens. On ne parle pas à des administrations publiques. Quand je vois le temps, et je reviens sur l'expérience anglaise de réflexion sur Grande-Bretagne 2010, on a travaillé 2 ans, une première période, et encore 2 ans pour faire Grande-Bretagne 2020. Là, on se donne 5 mois. Bon, août-septembre, je ne sais pas trop, à part effectivement le séminaire des ministres, ce qui s'est produit. 2 mois de consultation avec, excusez-moi, mais toutes les vieilles techniques de concertation. Allez, on va faire un sondage, on va faire une enquête auprès des jeunes. On va faire du top-down ou du hop, machin chose. Donc on va interroger quelques jeunes à travers énergie. Enfin, je pense qu'on est représentatif d'une vision d'en haut de la société qui oublie complètement qu'il y a une société réelle en bas. Et si on veut la faire participer et animer, il faut qu'on pose les choses différemment, parce que les thèmes qu'on a là, ils méritent des approches transversales. On a parlé de la ruralité ou de l'urbanité. Oui, on est dans une société qui globalement s'urbanise au niveau mondial et qui devient de plus en plus ingérable en termes de mode de vie quotidien. Pour moi, si ce n'est pas une question de l'horizon de la France dans 10 ans, qu'est-ce que c'est? Si la question c'est de nous présenter des courbes et des indicateurs de performance, là-dedans j'ai vu des choses un petit peu sur la recherche. Ma collègue Dominique Gillot est partie, elle me dit, ah bon, l'enseignement supérieur et la recherche, ça n'existe pas là-dedans. La révolution technologique du numérique, elle apparaît en filigrane, alors qu'elle transforme pas seulement notre mode, je dirais, de production économique, elle transforme nos usages et nos pratiques quotidiens. J'aimerais qu'on revienne un peu à de la sociologie, à une France réelle, vivante, et qui sorte effectivement d'une vision qui me paraît là totalement désincarnée. Désolé de cette mauvaise ambiance, mais je crois qu'il fallait le dire. Bien, merci. Un peu de patience, monsieur le commissaire général, avant de réagir. La parole à notre collègue Vincent Capo-Canella. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire général, l'exercice auquel vous nous invitez est assurément difficile. Je crois qu'il est indispensable aussi. Il est utile. Alors, difficile il l'est parce qu'il conduit à se poser la question où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on en est par rapport à l'idée de déclin, qui est une idée qui traverse la société fortement et pas simplement à la sphère politique. Et ça nous invite à réfléchir à notre capacité collective à changer le cours des choses, non seulement les politiques, mais avec la société, avec les citoyens. Bon. Donc, je pense que la tâche qui vous a été donnée est tout sauf simple. Bon. Alors, vous l'abordez avec professionnalisme et en découpant 5 thèmes. Bon. J'ai envie de vous dire qu'il me semble que l'essentiel, ça va être la façon de mixer les thèmes et la façon de hiérarchiser ses priorités. Et que tout est là. Alors, première question, d'abord, c'est la question du statut de cette réflexion et comment faire pour que cette réflexion soit vraiment une réflexion prospective. Et on sait qu'il y aura des choix politiques à l'intérieur, il y aura des convictions qui vont venir, mais qu'on essaie d'avoir ensemble une plateforme pour faire qu'elle soit aussi prospective et utile que possible. Bon, on verra après comment chacun peut se positionner. Bon. Mais je pense qu'il faut vraiment donner un statut très clair à ça, comme étant une démarche vraiment prospective et pas trop dans l'immédiat, pas trop dans la politique. Bon, alors, sur la façon de mixer toutes ces réflexions et tous ces critères, j'ai tendance à dire qu'on prend peut-être le problème par le mauvais bout. Il me semble qu'il faut quand même d'abord poser la question de la soutenabilité financière et environnementale, d'abord. La question de l'évolution de l'Europe en même temps. C'est quand même le cadre global qui doit guider, me semble-t-il, la réflexion. Après, je rejoins un peu Fabienne Keller, il y a la question aussi de l'évaluation des risques. Il faut se poser la question du scénario au fil de l'eau, où est-ce qu'il nous conduit et quels sont les risques auxquels la nation est confrontée.
Les risques d'élitement financier, d'élitement social, de risques dans la mondialisation notamment. Il faut qu'on en ait conscience. Et selon ce cadre financier, environnemental et européen, je pense qu'il y a des objectifs qu'il faut qu'on décline en termes de production et qu'on se pose la question du modèle social avec tout ça. C'est pas simple. Mais je crois que si on ne le prend pas dans cet ordre-là, à mon avis, on va tout noyer, on finira par un peu le gloubi-boulga qu'évoque André Gattolin. Bon. Alors, je vous fais confiance pour que ça ne soit pas le cas. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la question du modèle républicain me semble mériter en elle-même déjà toute une réflexion à part. Et qu'elle doit effectivement, sans doute, je rejoindrai, je ne vais pas dire le côté technocratique étant traité, mais cette partie technique étant traitée d'abord. Après, il faut réirriguer le tout par rapport à cette question-là du modèle républicain, de la participation de chacun, du vivre ensemble, de comment on assure l'égalité territoriale, voilà, et de comment on fait vivre tout ça. Mais il semble qu'il faut le reprendre après dans ce cadre-là pour réirriguer le progrès. Voilà. Ceci dit, je vous prie de m'excuser parce que je mène des auditions dans le cadre du rapport que mon président m'a confié, président de commission. Je ne pourrai malheureusement pas vous entendre, mais je vous lirai avec beaucoup d'intérêt dans le compte-rendu. Merci. Merci. Alain Fouché. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, quelques mots simplement. Les métiers ont changé depuis ces dernières années, beaucoup changé. La puissance publique, c'était évoqué tout à l'heure, soutient un certain nombre de métiers, parfois difficilement, des métiers qui disparaissent. Bon, au niveau de la délégation, nous travaillons sur ce que seront les métiers de demain. Nous avons commencé par auditionner de nombreux responsables, de nombreuses personnes qui réfléchissent sur ce thème, et nous avons découvert un certain nombre de propositions qui sont étonnantes et qui vont troubler sans aucun doute les habitudes. L'essentiel sera à certains moments de bien prendre le virage. Et la puissance publique devra sans doute prendre des décisions qui seront impopulaires. Est-ce que la puissance publique, pour favoriser la création de certains métiers nouveaux, qui feront peut-être disparaître d'autres métiers, mais des métiers nouveaux, sera capable de prendre des décisions impopulaires? La question que je voulais vous poser, c'est quelle vision vous avez de ces métiers nouveaux à 3 ou 4 mois du dépôt de votre rapport, sachant que les métiers vont évoluer encore et que c'est très difficile pour vous d'avoir cette vision. Parce que les métiers de demain, on y réfléchit, mais on ne connaît pas aujourd'hui quels seront les métiers dans 5, 6 ans ou 7 ans. Sans doute faudra-t-il réadapter. Mais dans votre rapport, quelle vision avez-vous? Merci. François Fortassin. Merci, Monsieur le Président. Moi, comme la plupart de mes collègues, je me félicite bien entendu de cette invitation à la réflexion. Mais je vais faire 2 ou 3 réflexions qui seront, elles, très terre à terre. La première, comment fait-on pour réduire le fatras et l'appareil normatif qui est en train de paralyser et de gripper complètement dans notre pays tout le système productif? Ça, c'est le premier élément. Et deuxièmement, comment fait-on pour éviter le gaspillage scandaleux des denrées alimentaires alors que l'on a des millions d'habitants sur la planète qui ne peuvent pas être nourris? Et ça, c'est des choses qui ne sont peut-être pas, qui n'appellent pas forcément de réflexion métaphysique, mais qui sont tout à fait concrètes. Et enfin, je me méfie de certaines vérités révélées et auxquelles tout le monde peut adhérer. Qui va être contre de dire que, par exemple, il faut réduire la consommation d'énergie, les économies d'énergie? C'est très bien, sauf que moi je suis dubitatif, parce que dès l'instant où je sais qu'il y a une corrélation très étroite entre le niveau de vie et la consommation d'énergie, je ne voudrais pas que ce soit les pauvres de la planète qui fassent les frais de cette conception extrêmement bourgeoise. Je n'ai pas voulu être désagréable avec certains, vous l'avez compris. Merci. Presque le dernier intervenant, Barry Zacharie. Monsieur le Président, oui, je ne pensais pas m'exprimer là, mais comme je vois que mes collègues le font, alors je vais aussi le faire. Et je suis assez d'accord avec
avec Fabienne sur le fait que de proposer de travailler sur le temps long, c'est mettre en œuvre une forme de promesse de sagesse qui nous manque dans Twitter, Facebook, voilà, et tout ça. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant de mettre en œuvre cette promesse de sagesse. Alors, moi, j'ai écouté notre ami Joël Bourdin, et il a raison de nous rappeler ce qu'était la prospective. Donc, il nous dit, c'est à 10 ans. Alors, je me suis dit, comment, dans 10 ans, qu'est-ce que je souhaite pour mon pays? Alors, je souhaite un certain nombre de choses. Je souhaite que d'abord, que nous nous acceptions, que la France, notre pays, s'accepte tel qu'il est. C'est-à-dire métissé, culturellement métissé. Qu'il y ait la primauté de la citoyenneté sur l'identité, que ça soit une règle. La deuxième chose, c'est qu'on ne parle plus de modèle républicain parce que ça se rentre dans les mœurs et qu'on n'aura plus besoin d'en parler. La troisième chose, et puis peut-être que j'ai un désaccord avec Gaëtan Gors sur le projet européen, qu'il ait du corps, qu'il ait un vrai contenu et que nous ayons donné à nos jeunes un désir d'Europe. Et puis un autre point, c'est que nous n'ayons pas fabriqué entre-temps des vieux pauvres, par exemple. Et donc je vais m'expliquer. Modèle social, par exemple. Moi, vous parlez d'investissement social. Moi, je me demande s'il ne faut pas être un peu moins ambitieux et se dire, finalement, essayons de maintenir déjà nos acquis. Essayons de les maintenir. Maintien du service public de qualité, parce que les services publics restent quand même le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Ne pas arriver à marchandiser un certain nombre de secteurs, comme la santé, l'éducation. Voilà. Réfléchir à la question des seuils. Pas question de favoriser certains en défavorisant d'autres, parce que ça crée des frustrations que nous retrouvons dans les urnes de manière régulière. Le modèle républicain, la question des élites me semble se poser de manière importante. Il y a une reconduction d'un modèle qui se fait à travers un certain nombre d'écoles, de grandes écoles. Et nos compatriotes se rendent compte qu'il n'y a finalement plus de politique de droite ou de gauche, qu'il y a une politique, c'est celle de la technostructure, qu'elle est un peu matinée de social d'un côté ou qu'elle est matinée un peu d'économie libérale de l'autre. Mais que ce sont eux, en fait, les tenants de la véritable politique. Et donc ça génère aussi une perte de confiance démocratique qui me semble importante, une absence de diversité au niveau des cabinets, de diversité sociale, ethnique, de toutes sortes de diversités, nous manque cruellement pour que la France d'en bas rejoigne la France d'en haut. Le troisième point, c'est que les discriminations, la question des discriminations auxquelles on ne prête pas assez attention et qui sont de véritables morts sociales. Faire partager mieux, je partage ce que disait mon collègue tout à l'heure, notre modèle laïque. Le troisième point, c'est notre place dans le monde. En fait, il faut quand même qu'on reconnaisse une chose, c'est que nous sommes tout petits, que l'axe se déplace en Asie ou en Amérique du Sud, et que l'axe du développement, de l'innovation, de technologie se déplace là-bas, que nous sommes finalement pas si grands que ça, qu'on vit sur un truc passé, assez passéiste, et que nous avons une puissance parce que nous avons encore un siège au Conseil de sécurité. Et que la puissance, finalement, elle n'est pas là, la puissance de feu n'est pas là. Donc nous avons une obligation, me semble-t-il, de passer par l'Europe. L'Europe est notre avenir, ça a été un slogan de campagne dans le passé, c'est notre avenir et c'est l'avenir de la jeunesse. Mais comment donner envie à des jeunes d'Europe quand on voit ce qui se passe en Lampedusa et qu'on est dans l'incapacité. Je suis allée en Jordanie il n'y a pas longtemps, je voudrais vous faire partager juste ça. Et j'ai visité un camp où il y avait 150 000 Syriens. Les Jordaniens, petit pays pauvre, pas de pétrole, pas d'eau, pas d'espace vert, ont reçu 150 000 Syriens. Et il y a un camp où nos services, les militaires, un poste militaire médical fait un travail remarquable. Et on me dit qu'ils ont reçu en plus 600 autres 1000 Syriens qui sont dans des familles et on les nourrit, on les loge et on les met sur les terrasses parce qu'on ne peut pas les mettre ailleurs. Les Tunisiens, au pire de la crise, 15 000 Tunisiens, l'Europe tout entière a été dans l'incapacité de les recevoir. Ces mêmes Tunisiens
qui, quand il y a eu des problèmes en Libye, ont été capables de recevoir les Libyens et de les nourrir, etc. Nous, 15 000, nous n'avons pas été capables et nous nous posons des questions sur ce qui se passe en Méditerranée. Donc soit on a la capacité d'avoir une politique d'asile, parce que l'asile se passe ailleurs que chez nous, soit on a la capacité de recevoir, d'accueillir, ou soit on ne l'a pas, et à ce moment-là, il faut des politiques de développement dans les pays. Ça me semble extrêmement important. Et là, on est entre deux eaux. C'est ni l'un ni l'autre. Et deuxième point, la Commission européenne impose des indicateurs macroéconomiques qui sont obligatoires sur la dette et le déficit. Sauf que les indicateurs sociaux ne le sont pas. Donc, ça pose un problème, ça va poser un problème à la jeunesse, et on n'arrivera pas à avoir un projet commun si ces choses-là ne sont pas réglées. Bref, il faut qu'on commence à écrire et à fabriquer, je pense, à travers un travail de prospective à 10 ans, une histoire commune. Bien, merci. Je pense que les 15 intervenants ont pris un peu le pouvoir dans cette audition, puisque nous avions 2 volets au départ, il me semble légèrement confondus. Mais, Monsieur le Commissaire général, vous nous direz ce que vous en pensez. Monsieur le Président, notre ami Joël Bourdin, avant de vous passer la parole. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je me réjouis en constatant que beaucoup de collègues interviennent, et beaucoup de collègues, je le signale, qui sont à la Commission de la prospective, qui ont soit produit un rapport déjà, ou qui sont en train de produire un rapport sur des sujets divers et desquels ils sont encore tout à fait passionnés, et je m'en réjouis. Je voulais simplement indiquer que, comme vous le savez tous, mais en donner l'illustration, que la prospective, ce n'est pas un exercice facile, parce que le commissaire général l'a rappelé tout à l'heure, il y a des choses qui vont se produire dans les 10 ans que nous ne connaissons pas encore. Et bon, qu'on peut parfois anticiper, mais bon, voilà. Et donc, on ne fait pas de la prévision, ça c'est clair. Je prendrai un exemple, la révolution numérique. Il y a quelques années, mais il n'y a pas très longtemps, il y a 5-6 ans, le gros sujet sur le numérique et les ordinateurs, c'était est-ce que ça améliore la productivité? Les Américains disaient oui, pas simplement dans le secteur des ordinateurs, mais aussi dans tous les secteurs, et donc il y avait des analyses macroéconomiques, j'en conviens, qui étaient centrées là-dessus. Actuellement, le numérique, on commence à l'analyser par rapport aux conséquences qu'il a sur notre vie courante. Je pense qu'à la délégation à la prospective, on va un de ces jours travailler sur l'influence des nouvelles technologies sur la pédagogie. La pédagogie est en train d'exploser actuellement. On le voit bien dans les universités, maintenant c'est les cours en ligne qui priment, bon, avec tous les problèmes que ça peut poser, mais je veux dire, on peut s'attendre que dans les 10 ans, à je ne sais pas quoi, mais qu'il y aura un bouleversement qui ne va pas d'ailleurs se cantonner seulement au secteur du supérieur, qui va petit à petit irriguer les autres degrés de l'enseignement. Je prends un autre exemple, un exemple que j'ai eu l'occasion de connaître, parce que j'ai rendu un rapport là-dessus il y a 2 ans, sur les conséquences du commerce Internet sur le commerce dans nos villes et dans nos villages. C'est important. C'est très, très important. Et il y a encore 2 ou 3 ans, on en parlait. On disait oui dans certains domaines, etc. Mais il y en a qui ne pénétreront, qui ne seront jamais pénétrés par le numérique. C'est tous les secteurs qui sont pénétrés. Et de plus en plus des gens, parfois des gens qui ont plus de 65 ans, donc qui n'ont pas été forcément initiés aux technologies de l'information, eh bien, se mettent à acheter, à vendre parfois même sur Internet, qui entraîne un bouleversement qui peut entraîner un bouleversement, sans doute, dans les 10 ans. Un bouleversement dans les localisations, parce que le commerce Internet, c'est à la fois l'endroit, l'ordinateur sur lequel on commande, et puis il y a aussi les endroits où on fait de la manutention, du stockage, etc. Et voilà un secteur qui se modifie. On voit de plus en plus dans nos petites villes des artisans qui sont des vrais artisans. Ils n'ont plus de magasins, ils n'ont plus rien. Enfin si, ils ont leur main-d'œuvre, leur savoir, et quand on leur demande un objet, ils vous donnent un catalogue, ils le commandent eux-mêmes sur Internet, et ce sont des artisans, des vrais, parce qu'ils apportent de la main-d'œuvre, très peu de matières premières, et cela change les choses.
Et cela permet de relocaliser des commerces dans certaines de nos petites communes. Bon, voilà, donc c'est dire que voilà, sur un sujet, l'appréhension qu'on avait du phénomène il y a 5 ou 6 ans est complètement différente maintenant, complètement différente. Et donc, on a ce problème à régler sur une période de 10 ans, des évolutions qu'on peut simplement percevoir sans vraiment les préciser. Excusez-moi, Monsieur le Président. Bien, non, merci. Bien, Monsieur le Commissaire général, je pense que vous avez beaucoup d'interrogations et d'interventions là sur lesquelles il vous faut réagir. Je vais essayer, merci Monsieur le Président, je vais essayer de répondre à ces différents points en les regroupant et je vais certainement oublier certains points ou les maltraiter. Donc Hervé Monange, qui est mon adjoint et qui coordonne l'ensemble des débats que nous organisons, pourra me compléter ou me corriger. Le premier point, c'est peut-être l'ensemble des questions préalables qui ont été posées, sur s'adapter au vouloir, sur la nature des objectifs, sur l'oubli de l'écologie, sur l'absence de la société, sur la méthode, sur le statut politique, notamment par M. Gors, Mme Nicou, M. Gatelin, M. Capo-Canelas, M. Bertrand et Mme Joanneau. Bon, il ne s'agit évidemment pas de s'adapter. Il ne s'agit pas de l'objectif que nous proposons. Ne peut pas être de dire qu'il s'agit simplement de s'adapter. Le fait de prendre connaissance, de prendre conscience d'un certain nombre de contraintes ne veut pas dire que l'ambition se limite à cela. D'ailleurs, je crois que j'ai commencé par cela en disant, à horizon de 10 ans, il s'agit de volonté, donc il ne s'agit pas d'un processus simplement d'adaptation. Je crois qu'on en est tous d'accord. Alors, la nature des objectifs, effectivement, mérite d'être précisée avec la limite qui est la nôtre. Nous ne sommes pas une autorité politique. Fixer des objectifs, c'est ce qui relève du politique. Donc nous, notre rôle, ce sera d'indiquer des possibilités, d'ouvrir des choix, mais nous n'allons pas fixer ces choix à la place du politique. En ce qui concerne spécifiquement la question de l'oubli de l'écologie, je suis un peu surpris parce qu'il me semble que j'avais mis bien en évidence des questions de soutenabilité. Alors, il y a parfois la réaction de certains qui considèrent qu'à partir du moment où on sort certaines questions de leur silo, on commet une sorte de crime consistant à aller mélanger des choses qui ne devraient pas être mélangées. Il me semble que poser en même temps la question de la soutenabilité financière et la question de la soutenabilité environnementale est une manière de poser de manière générale tout ce qui a trait à ce que nous faisons dans une optique intergénérationnelle, dans une optique de long terme, les conséquences de nos actions, et que c'est plutôt enrichissant d'essayer de poser des questions comme ça, plutôt que de les poser dans une optique qui serait trop segmentée. Mais je retiens de ce qui a été dit, bien sûr, le fait que la croissance ne peut pas être un objectif en soi, et d'ailleurs je crois que je l'avais dit, qu'il faut la qualifier à la fois sur ses bénéfices sociaux, ce que ça crée pour la société, ses dommages, ses effets internationaux, enfin il y a toute une série de dimensions qu'il faut qualifier. Est-ce que nous avons oublié la société ? Je crois que nous avons beaucoup plus de sociologues que d'énarques dans l'équipe qui a contribué à ce travail. Donc, si c'est le cas, il y a quelque chose de préoccupant. Non, l'équipe du commissariat, ce n'est pas une équipe d'énarques, c'est une équipe pluridisciplinaire. Nous avons des sociologues, nous avons des gens, des ingénieurs, nous avons des gens qui sont plus sur le versant technique, nous avons aussi des économistes, mais nous sommes pluridisciplinaires. Je crois que c'est ça notre force, et c'est ça que nous essayons de faire. Donc nous essayons de faire à travers les papiers que nous avons présentés. Bon, il y a un papier sur lequel je n'avais pas insisté, puisqu'on avait prévu les choses en 2 temps, qui était sur le modèle républicain. Mais il me semble qu'y compris sur le modèle social, il me semble que le papier que nous avons présenté ne manifeste pas un oubli de la société qui se réduirait à des questions purement macroéconomiques. Alors, sur la méthode,
Oui, bien sûr, on travaille sous contrainte, on serait désireux d'avoir beaucoup plus de temps, d'entreprendre quelque chose qui soit plus riche, qui vienne plus, qui sollicite plus les apports multiples que nous pourrions espérer solliciter. C'est vrai que si on avait 2 ans, on procéderait sans doute autrement, on laisserait plus de temps et de latitude à l'expression d'idées, de propositions, de préoccupations qu'on ne peut le faire. Mais enfin, dans le laps de temps qui nous est donné, et qu'encore une fois je n'ai pas fixé, il me semble que nous essayons de manière réelle de nous enrichir de débats multiples et pas simplement avec les sachants ou les partenaires traditionnels. Sur le statut politique, je comprends bien ce qui a été dit par certains d'entre vous. Il me semble que notre institution n'est pas une institution politique. C'est une institution qui est animée par des valeurs qui sont celles de nos valeurs communes et celles de la République, qui sont largement partagées. Un certain nombre de valeurs aussi sur les valeurs de solidarité. Et c'est à l'intérieur de cet espace que nous travaillons. Alors ensuite, encore une fois, je comprends bien que ce que vous dites, lorsque vous dites à un moment, il faut qu'il y ait une marque politique dessus, mais ça, c'est une question à laquelle il ne m'appartient pas de répondre. Dernier point dans les questions préalables, la question spécifique, je crois que c'est Mme Joanneau qui avait posé sur l'exercice France 2025. Bon, vous savez que l'exercice France 2025 avait été engagé et avait atteint une étape intermédiaire en 2007, juste au moment du choc, même en 2008, au moment du choc Lehman Brothers, qui a modifié un certain nombre de choses, et donc il n'a pas été conduit jusqu'à son terme, en tout cas jusqu'à un aboutissement qui soit, disons, un document qui a été repris en sa charge par le gouvernement. Donc nous nous appuyons sur ce travail, l'expertise est là, elle a été conduite par les mêmes équipes largement, et donc nous pouvons effectivement nous appuyer dessus, mais le changement de contexte fait aussi qu'il a fallu reprendre un certain nombre de points de ce travail. Sur la question de l'Europe, Gaëtan Gors est parti, je crois, et sur la question de l'international. Ce que nous disons, ce n'est pas du tout que notre action internationale se réduit au domaine européen, mais le domaine européen est celui dans lequel les questions les plus difficiles et les plus urgentes se posent. C'est ça dans quoi nous avons une responsabilité directe. Et le constat que nous faisons, c'est un constat d'inquiétude, disant l'Europe, pour la première fois, n'est pas un facteur de stabilité, de certitude de notre avenir, c'est un facteur d'incertitude compte tenu de la crise de la zone euro, du caractère incomplet sans doute des réponses qui ont été apportées, même s'il ne faut pas négliger ces réponses, compte tenu de l'insatisfaction manifeste des citoyens dans un certain nombre de pays européens, compte tenu de l'extrême tension économique et sociale qui peut exister entre des pays qui sont au plein emploi et des pays qui ont 25% de chômage, compte tenu de l'attitude britannique. Enfin, on pourrait multiplier un certain nombre de choses. Donc, il nous semble qu'il y a, et compte tenu, encore une fois, de la responsabilité de notre pays dans ce domaine, il y a un domaine de priorité. Et que paradoxalement, finalement, l'environnement international, alors bien sûr, il y a toute la dimension géopolitique que nous connaissons tous, mais que sur le plan des grandes tendances de l'évolution internationale, des sociétés, des économies, il y a peut-être un peu moins d'incertitude dans le domaine international que dans le domaine européen. Ceci dit, il me semble que l'aspect pays émergent n'est pas négligé dans notre travail. C'est un point qui nous semble un point très, très fort, un point très marquant. Il ne s'agit évidemment pas d'avoir une vision irénique du développement international. Il a été rappelé que plus d'1 milliard d'hommes, de femmes prouvent la faim tous les jours. Alors le nombre était sensiblement plus élevé il y a 10 ou 20 ans. Donc on peut noter les progrès tout en notant le caractère de très grande tension qui demeure. Cette montée des pays émergents, ce développement démographique sont des facteurs de grande tension, d'inégalités persistantes. Même si les inégalités se réduisent à l'échelle mondiale, elles augmentent à l'intérieur des pays. Et donc, pour toutes ces raisons, je ne crois pas qu'il faille avoir une vision trop encore une fois, irénique, en dépit
du fait que tout cela, au total, est porteur d'un certain progrès global. Troisième sujet de débat, les obstacles à la croissance. Alors, il y a eu des points de vue très différents qui ont été exprimés, pour dire soit c'était un problème de marge, M. Chatillon, soit un problème de poids excessif de l'État, ou bien le fait de dire que les inégalités étaient un obstacle aujourd'hui au développement économique, M. Cornec, et enfin il était mentionné la question du fatras normatif. Alors, nous, ce que nous disons, c'est que nous reconnaissons le problème de rentabilité, je crois, sans ambiguïté, qui existe en particulier dans les entreprises les plus exposées à la concurrence internationale. Nous reconnaissons que les problèmes de compétitivité ne sont pas éliminés, n'ont pas été éliminés par les mesures qui ont été prises, et qu'effectivement, il faut être très attentif à ce qui se passe en Europe, avec des pays dans lesquels les choses changent très vite. L'Espagne a été mentionnée, je suis d'accord sur ce point. Nous ne nions pas la question fiscale, mais en même temps, il ne faut pas tout ramener ni à un problème, disons, de coût salarial et de relation capital-travail, ni à un problème de fiscalité. Il y a d'autres dimensions, et en particulier, il y a la dimension disons, la répartition de la rentabilité entre les différents secteurs et de la manière dont certains facteurs pèsent d'un poids lourd sur l'ensemble des producteurs du secteur exposé. Prenez le cas du foncier urbain. Le foncier urbain, c'est un coût qui, en comparaison de l'Allemagne, est quelque chose de très important. Ça pèse sur les entreprises, ça pèse sur les salariés. Et il n'y a pas... C'est assez curieux qu'un pays qui est relativement peu dense par rapport à un certain nombre d'autres pays européens ait un problème de prix du foncier urbain qui se traduit en coût du logement, en coût de la surface de bureau ou de la surface d'usine, et qui pèse lourd. Et ça, ce n'est pas un problème fiscal au premier rang, ce n'est pas un problème de coût du travail, c'est un problème de rareté, de mauvais fonctionnement, de ce point de vue-là, de notre marché du foncier, qui fait que ça se traduit par un poids trop élevé, il me semble, sur les producteurs. Voilà. Donc, il me semble que ce que nous devons faire, c'est prendre ces problèmes dans leurs diverses dimensions et pas se focaliser sur un aspect d'entre eux. Je réponds à M. Fouché sur la question des métiers. Nous avons un travail sur ce sujet que nous menons sur la prospective des métiers et des qualifications. Et notre point de vue, pour faire court, c'est que nous devons bien sûr essayer d'anticiper les métiers de demain, mais qu'en même temps, nous devons être sans illusion sur la capacité à ne pas se tromper. Et que donc, tout ce qui est accent sur les compétences transférables, les compétences générales, la capacité à changer de métier, et le fait de savoir comment est-ce qu'on équipe les individus qui sortent du système éducatif à cette perspective, c'est quelque chose qui doit recevoir une assez grande priorité, parce que, bon, toute l'expérience nous montre que il peut y avoir danger à suggérer qu'il y a de la sécurité, à aller dans une voie qui temporairement a plus de perspectives ou plus de stabilité, pour se retrouver 10 ans après avec des compétences qui ne sont pas transférables dans un autre métier. Donc nous répondons aux responsabilités qui sont les nôtres en termes de prospective des métiers, mais en même temps en soulignant cette dimension. Madame Nicou, sur le territorial, et je crois que M. Bourdin aussi avait intervenu là-dessus, je comprends bien que le message soit un peu agressif, et je comprends bien qu'il vous fasse réagir. En même temps, il me semble que nous devons avoir une réflexion objective sur cette question de savoir quels sont les vecteurs du développement, et je dirais de ce point de vue à la fois du développement économique et d'un développement qui est environnementalement ou écologiquement sobre. Les villes sont des structures efficaces des deux points de vue. Et ce n'est pas par hasard que la croissance dans un certain nombre de pays s'organisent autour. Alors, ce n'est pas n'importe quelle ville. Hein. Les grandes métropoles finissent par être asphyxiées par les coûts de congestion. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'on va... Mais il y a, disons que l'échelle
efficace. Il y a une échelle efficace dont on a, les grandes villes françaises, un certain nombre sont bien représentatives, qui à la fois réunit des compétences, réunit des interactions dans une économie qui est faite d'interactions, que l'Internet, que le numérique ne peut pas complètement éliminer, parce que même si le numérique change la géographie, il ne la change pas complètement, et les interactions entre personnes comptent quand même. Et donc ça nous pose une question qui est de savoir, effectivement, qu'est-ce qu'on fait de cela du point de vue de notre développement? Alors il ne s'agit pas de dire que les territoires qui ne sont pas ceux-là vont être délaissés, mais il ne s'agit pas non plus de dire qu'on va s'interdire de tirer parti de cette capacité de développement. Il s'agit de faire en sorte qu'on puisse faire bénéficier l'ensemble du territoire, l'ensemble des Français de cette capacité de développement autour des villes. Madame Keller, j'ai bientôt fini. Madame Keller, sur l'école, je prends acte et je reconnais que nous faisons un raccourci consistant à dire que l'école est responsable de la réussite éducative des élèves. Et vous avez raison de dire qu'il n'y a pas que l'école, et qu'il y a un certain nombre d'autres institutions dans l'organisation de l'habitat, des quartiers, des conditions de vie qui ne se réduisent pas aux conditions de vie à l'école, que tout ça compte, et d'une certaine manière, que nous ne sommes pas capables de discriminer lorsque nous disons l'école a une mauvaise performance en termes de capacité à réduire les inégalités, nous ne sommes pas capables de distinguer ce qui relève de l'école stricto sensu et ce qui relève de l'environnement. Cela dit, bon, la responsabilité première de l'école est dans un environnement qui est ce qu'il est, c'est tout de même de faire en sorte que les élèves qui sortent du système éducatif soient armés pour la vie active. Et quand on a 140 000 ou 150 000 décrocheurs, on doit considérer que l'école y a une part de responsabilité, et on ne peut pas, en tout cas, ne pas souligner le problème, même si on tient compte de ces aspects touchant à l'environnement. Enfin, dernier point sur les questions sociales, les questions de solidarité. Avant-dernier point. Je crois que ce que nous disons, ce n'est pas qu'il faut arbitrer entre la dimension sociale et l'efficacité économique. Nous disons que nous sommes en train de travailler là-dessus de manière plus précise, nous sommes probablement à l'intérieur de la frontière d'efficacité. C'est-à-dire que nous pourrions faire mieux avec les ressources que nous avons. Et donc, le premier choix, c'est de faire le bon usage des ressources que nous avons au service de finalités qui sont pas mises en cause. Donc, il me semble qu'avant de se poser la question de savoir est-ce qu'il faut en rabattre sur nos ambitions ou est-ce qu'il faut choisir entre l'économique et le social, il faut d'abord faire le meilleur usage des ressources que nous avons. Or, beaucoup d'indicateurs suggèrent que ce n'est pas le cas, et notamment, c'est ce que nous avons développé dans la note sur la dimension sociale. Enfin, sur tout ce qui touche à la société métissée, au modèle républicain, Madame qui avait insisté là-dessus, bon, c'est un point que nous développons dans cette note que je n'ai pas présentée. Et ce que nous avons fait, c'est de mettre en regard l'évolution générale de la société française, c'est-à-dire non seulement la diversité au sens où vous l'avez entendu, mais la diversité aussi des aspirations, des comportements, des individus qui ne sont plus, disons, formatés par des institutions intégratrices comme il l'était dans le passé, et la question de savoir qu'est-ce qui produit le bien commun dans une société de ce type et qu'est-ce qui fait que les différentes parties prenantes peuvent adhérer à ce bien commun. Et nous mettons ça en regard des institutions, notamment politiques, qui, dans l'une des missions est de produire ce bien commun, et mettons ça en regard en disant il y a une difficulté de la part des citoyens à se reconnaître dans les institutions politiques, à lire ces institutions politiques, et une difficulté de la citoyenneté qui vient de cette conjonction d'une société plus diverse et d'une plus grande difficulté à se reconnaître dans les institutions politiques. C'est comme ça que nous posons le problème. Voilà, je crois que je suis arrivé au bout de ma liste. Je ne sais pas si Hervé... Une petite chose, c'est une question de méthode. C'est un préalable en fait. Vous devez rendre votre rapport assez rapidement, mais ça me semble aberrant de travailler sur la prospective à 10 ans,
dans l'urgence. C'est juste un non-sens. On est mal parti, là. Écoutez, quand on a une commande comme celle-là, et quand on comprend que c'est pour une certaine échéance, on s'attache à livrer le produit à l'échéance voulue. Je peux regretter de ne pas avoir plus de temps, je crois que je vous l'ai dit, mais je peux comprendre aussi que de la part des responsables politiques, il y ait un certain calendrier qui s'impose. Bien, merci en tout cas sur la méthode pour ce qui nous concerne. Oui, pardon, je vous en prie. Excusez-moi. Oui, non, très rapidement, un mot peut-être sur la démarche de concertation que nous avons retenue. Monsieur Gattolin est parti, mais il a, comme vous l'avez entendu, regretté le caractère un petit peu convenu de la démarche qui est la nôtre. Alors, bon, c'est vrai que le calendrier est serré, il a fallu faire des choix. Alors, on a choisi d'abord des figures imposées. Alors, c'est vrai que le sondage quantitatif, c'est pas une nouveauté, mais c'est un outil qui reste utile. On a choisi de faire des séminaires nationaux avec nos partenaires traditionnels, partenaires sociaux, experts, élus. On a quand même cherché à explorer des figures un peu plus libres malgré tout. 3 exemples très rapidement. La semaine prochaine, on va rencontrer 200 jeunes qui sont actuellement en service civique. Donc, je pense qu'ils auront des choses à nous dire et que leur vision de la France d'aujourd'hui, de ce qu'elle pourrait être demain, apportera des éléments concrets et très éclairants. Deuxième chose, vous l'avez peut-être vu, on organise des débats en région, dans 10 régions différentes. Alors on a choisi d'essayer de sortir un peu des sentiers battus, c'est-à-dire de ne pas appeler la préfecture, mais d'essayer à chaque fois de trouver un partenaire différent pour avoir des retours qui sont très différents. Dans un cas, ça peut être une ville, dans un autre cas, une université, dans un troisième cas, un organe de presse régional différent, voire une région. Enfin, ouais, on essaye de varier vraiment les interlocuteurs, CCI également. Dernier élément auquel M. Gattolin faisait référence, c'était le système dit de sondage inversé. C'est un outil qui en fait est assez innovant, notre objectif avec ça, c'est de créer un site internet sur lequel des jeunes, essentiellement des jeunes, pourront déposer des propositions, et le site sera désigné de telle manière que les jeunes pourront voter eux-mêmes pour les propositions qu'ils font. Donc on espère drainer plusieurs milliers de jeunes pour alimenter en propositions. Voilà quelques éléments que je voulais rajouter. Très bien, merci. Donc, pour revenir sur la question de méthode et la suite de ce que nous avons à faire, nous aurions pu nous en tenir à cet échange. C'était un petit peu ce qui était prévu au départ. Il est riche, oui, il y a une salve de questions assez impressionnantes. Nous avons souhaité procéder différemment et donc pouvoir amener une contribution structurée auprès du commissariat général sur la question qui nous est posée. C'est pourquoi nous nous reverrons dans un mois à peu près, je crois le 4 décembre après-midi. Mais dans l'attente, il nous faut préparer ce deuxième temps et donc faire en sorte qu'on puisse avoir des positions et des propositions du Sénat qui soient un peu formalisées sur les questions qui vous ont intéressé. C'est pourquoi la proposition qui est faite, c'est de mettre en place 2 ateliers qui correspondent aux séquences de cet après-midi. Et ceux qui n'ont pas pu s'exprimer sur la deuxième, mais il est déjà à 16h58, pourront le faire dans ce cadre-là et y revenir dans un mois. Le premier atelier sur le modèle de croissance, modèle productif, modèle social. Le second, modèle républicain, mais vous l'avez largement abordé les uns et les autres, j'allais dire les unes et les autres, et le projet européen. Donc je demanderai aux 48 collègues qui se sont inscrits sur ce travail de bien vouloir se positionner dans chacun des ateliers, qui pourraient être animés par 2 sénateurs, au terme desquels il y aurait peut-être des rapports qui seraient donc aboutis. Le travail s'appuiera bien sûr sur les services du Sénat et pourront se nourrir en même temps des nombreux travaux que nous avons rappelés, notamment des travaux de la délégation à la prospective, mais aussi des commissions. Et je précise par ailleurs qu'une page consacrée à la réflexion du Sénat sur la France dans 10 ans a été créée sur notre site internet. Et elle présentera le compte-rendu de nos travaux, ce qui permettra aux sénatrices, sénateurs qui le souhaitent de publier leur propre contribution, leur contribution personnelle. Voilà ce que je vous propose. On vous donnera des éléments plus précis dans les minutes et jours à venir. Monsieur le commissaire général, monsieur, je vais vous remercier de votre participation et vous donner rendez-vous pour le prochain exercice. Merci.
Voilà pour cette audition de Jean Pisani-Ferry, économiste et commissaire général à la stratégie et à la prospective. Il a donc été auditionné par le groupe de travail du Sénat qui vise à définir une stratégie pour la France à 10 ans. Vous pouvez bien sûr toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire cet après-midi à 16h30, 24h Sénat avec Delphine Gérard. Nous parlerons de la proposition de résolution européenne sur les normes européennes en matière de détachement des travailleurs, en clair sur le dumping social dans l'Union européenne. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.